Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Didier Généreux, fondateur de l'agence Idealcom Interactive, qui est installée à Sophia Antipolis depuis 18 ans. On vient de fêter nos 18 ans en janvier. Donc, moi, je suis de la région. J'ai fait mes études ici à Nice et au Schema Business School. Et j'ai monté l'agence en 2003. Et donc, on est vraiment spécialisé sur tout ce qui est métier du web. Et donc, on a évolué avec les technologies qui ont éclos au fil du temps, notamment Facebook, vous voyez, qui était une simple idée originale en 2003 et qui est devenu un réseau incontournable. Donc voilà, on a prévu dans cette présentation de parler, de faire un focus vraiment sur comment booster en fait votre visibilité et votre génération de leads ou de chiffre d'affaires sur Internet, avec 4 grands axes que je vais vous présenter maintenant. Et l'idée, c'est qu'à la fin de chaque thématique, on fasse un petit break pour que vous puissiez poser vos questions. Je préfère le faire comme ça parce que si je déroule toute la présentation, il va y avoir des questions dans tous les sens. Je préfère qu'on poste par poste, en fait, thème par thème, on s'arrête pour voir s'il y a des questions pendant la présentation. C'est une présentation qui a un vrai objectif de vous donner de la culture de mots-clés, de techniques. Donc, c'est assez dense. Mais l'objectif, alors évidemment, si vous voulez que je vous envoie la présentation, vous pourrez me la demander par chat et on vous l'enverra par email. Il faudra juste nous donner votre nom, prénom, téléphone et email. Comme ça, je pourrai vous l'envoyer. Et donc, on va démarrer tout de suite. Alors, allons-y. Je vais lancer la présentation. Je vais vous partager l'écran. Voilà. Vous me dites, voilà, c'est Elodie, vous me dites si c'est bon pour vous. Parfait. OK. Donc voilà, donc les enjeux du web marketing. On va commencer par l'inbound marketing, que vous avez peut-être déjà entendu parler. Alors, en quelques mots, aujourd'hui, donc tout le monde aujourd'hui travaille, et vous les premiers, sur ce qu'on appelle de l'outbound marketing. Donc c'est ici, c'est-à-dire qu'on va aller chercher le client. Et le marketing est centré autour du marketeur. C'est-à-dire que c'est vous qui allez chercher votre client par de la publicité, par de l'emailing, par du phoning, par le réseau. Typiquement, ce qu'on fait aujourd'hui, vous essayez de rencontrer des professionnels, c'est de l'outbound. C'est-à-dire que c'est vous qui venez vers le client. Donc, c'est vous qui allez chercher le client. L'inbound marketing, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le client qui vient vers vous. Quel est le seul moyen aujourd'hui que vous avez de faire venir le client vers vous sans le rencontrer physiquement? C'est Internet. Parce qu'en fait, quand il va faire des recherches sur le web, si vous êtes bien référencé, si vous avez une communication, et on va le voir après, différentes façons d'arriver à être visible sur le web, vous allez avoir des gens qui vont venir sur votre site web. La problématique des gens qui vont venir sur le site web, c'est qu'ils ne vous connaissent pas. Donc, quand ils vont rentrer sur votre site web, eh bien, on va avoir un cycle de mise en place dont l'objectif va être de transformer ce visiteur en client. Voilà. C'est vraiment la stratégie. Donc, vous voyez, on passe par différents états de profil. D'abord, la personne qui vient sur le site est un étranger, vous ne le connaissez pas. Il devient un visiteur puisqu'il commence à rentrer dans une consultation de votre contenu qui génère vraiment un contact. Après, c'est votre travail à vous de le transformer en client et ensuite d'en faire un prescripteur parce que la fidélisation, c'est grâce à votre qualité de service, à votre accompagnement. Les gens vont parler de vous en bien et ça va devenir, votre client va devenir votre meilleur commercial. Ça, c'est vraiment le cycle de vie du client, alors qui est un cycle, on va dire, classique, mais qu'on adapte aujourd'hui au web grâce à cette technologie d'inbound marketing. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est de déterminer quel est le profil de votre client. Vous connaissez vos clients, donc vous savez quelles sont leurs interrogations, leurs problématiques. Donc, vous devez lister, là c'est un vrai travail à faire chez vous, lister le profil type de vos clients, quels sont ses parcours, comment il arrive à avoir une démarche de faire des recherches pour trouver des services afférents ou des produits qui l'intéressent par rapport à ce que vous proposez. Et donc, aussi toutes les objections par rapport à vos propositions et vos cas clients réels qui vous permettent de déterminer en fait quel est le persona de vos clients. Aujourd'hui, en fait, il y a 3 personas et on en adresse tous, et moi le premier, je vous le dis. D'ailleurs, vous allez voir tous les mots-clés que j'emploie qui sont inaudibles pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Et c'est notre gros défaut à tous, c'est que nous, on est experts de nos métiers, tous ici à cette réunion, on est tous experts de nos métiers, et on imagine trop souvent que nos clients potentiels connaissent en fait nos mots-clés, connaissent nos codes, et donc sont capables de comprendre ce qu'on va leur expliquer sur le site. Or, c'est faux, parce qu'en fait, vous avez ces fameux trois
trois états de réflexion chez le client. Le client qui a un problème, donc je sais qu'il faut faire quelque chose, mais je ne sais pas vers quoi ou vers qui aller. C'est la grande majorité des gens aujourd'hui qui vont sur Internet chercher des solutions. Le deuxième état, c'est celui qui a déjà identifié ses problématiques et qui cherche des solutions. Donc, quand il va venir sur votre site, il veut trouver déjà des codes qu'il croit maîtriser, mais en tout cas des informations qu'il a. Et puis le dernier postulat, c'est celui qui sait pertinemment ce dont il a besoin et qui cherche directement un prestataire. Aujourd'hui, quasiment tous, ici, et je veux dire en France et dans le monde, on adresse quasiment que la phase de décision. C'est-à-dire que notre façon de communiquer aux gens est une façon de dire, voilà, je suis un supermarché, j'ai des produits, vous avez faim, vous allez acheter à manger. Bon, ben ça, on sait faire. Et tout le monde sait faire ça aujourd'hui. C'est d'adresser l'information à celui qui a déjà la connaissance et qui cherche juste un tarif, un prix ou une entreprise. Donc, dans ces trois phases de décision, eh bien, on a différentes façons de communiquer. Et aujourd'hui, très honnêtement, je vois, moi, dans tous les clients avec qui je travaille, c'est ici qu'on est bon, quasiment tous, parce qu'on sait dire à nos clients quelle est notre valeur ajoutée, pourquoi ils devraient travailler avec nous plutôt qu'avec un concurrent. Ça, on sait le faire. Par contre, éduquer le client sur nos métiers gratuitement, lui donner l'information sur quelles sont ses problématiques, comment l'aider à y répondre, ça, on a beaucoup de mal. On a beaucoup de mal à le faire. Et donc, en fait, l'idée de l'inbound marketing, c'est d'arriver à travers du contenu spécifique, d'adresser le candide, d'adresser celui qui commence à comprendre et ensuite, évidemment, celui qui est prêt à décider. Donc, à chaque fois, pour ce type d'étapes, on va avoir des phases et des contenus spécifiques à mettre en place pour le client. Alors, je vais vous montrer un exemple très rapidement d'inbound marketing par la vidéo. Vous allez comprendre tout de suite de quoi il retourne. Voilà. Là, vous êtes sur le site d'Idealcom. Aujourd'hui, sur le site d'Idealcom, c'est assez récent, on l'a fait il n'y a pas longtemps, et c'est un service qu'on va commencer à commercialiser auprès de nos clients. On a mis en place un système où quand vous arrivez sur la page, alors je vais fermer, quand vous arrivez sur la page d'accueil d'Idealcom, vous avez un petit pop-in qui apparaît avec une vidéo que je vais lancer. Didier, Oui. La vidéo, elle est censée tourner là? Ah, vous la voyez pas? Ah non, ça nous... Enfin, je sais pas si c'est que moi, mais ça fait un écran fixe. Non, moi non plus, ça tourne pas. Oui, ça tourne pas. On Là, voit pas. vous voyez mon écran ou pas là? Alors, peut-être il faut que tu partages, si tu retournes sur partage écran et que tu sélectionnes la vidéo. Pardon, excusez-moi. Non, non. Effectivement. Voilà, oui, effectivement, c'est pas le bon. Alors, je vous le remets. Alors, vous me dites si vous voyez l'écran là? Oui, merci. Alors, je ne sais pas du coup si ça va marcher, pour le son en tout cas. Bon, ce que je vous disais, voilà, c'est qu'on a mis en place un système de vidéo éducative. Alors, dites-moi si vous entendez le son. Non, Non de mon côté. Bon, alors. Je crois que tu peux mettre le lien dans le chat, sinon? Oui, alors je mettrai après. Parce que là, c'est juste pour vous montrer. Vous voyez, quand vous arrivez sur le site, vous avez une vidéo en fait, et donc la vidéo qui est présentée, c'est une vidéo d'introduction sur toutes les questions clés que se posent les visiteurs qui veulent faire une stratégie, comme vous aujourd'hui. Sauf que si moi, je vous parle en vous disant SEO, SIA, inbound marketing, etc., ce sont des mots-clés qui ne sont pas audibles pour une grande majorité de gens. Pourtant, tous ces mots-clés répondent à des problématiques réelles que vous rencontrez vous aujourd'hui pour vous faire connaître et vous rendre visible. Et donc l'idée, donc là, c'est ce qu'on a mis en place. Dans cette vidéo, vous verrez, on fait une introduction justement sur toutes les questions que vous vous posez. Et ensuite, vous avez un petit SOS FAQ ici. Et dans ce SOS FAQ, on a mis en place un système avec des vidéos. Et vous voyez les questions. Les questions sont des questions vraiment de premier niveau intellectuel, volontaires, très vulgarisées. Ça coûte cher de faire un site internet ou d'être visible. Combien de temps ça prend pour faire un site web? Est-ce qu'on fait du community management? Pouvez-vous créer mon logo? Pouvez-vous m'aider à augmenter mon chiffre d'affaires, etc. Donc là, on pose des questions qui sont des questions vraiment extrêmement basiques, dont l'objectif, vous voyez l'écran de la présentation, là, cette fois-ci, je préfère poser avant.
Oui, c'est bon. Voilà. Donc voilà, en fait, l'idée c'est de faire de l'éducation par la vidéo. Déjà, c'est beaucoup plus rapide en fait que de faire du texte. On sait très bien que sur Internet, les gens ne lisent pas le contenu. Donc, plutôt faire des petites vidéos courtes, hein, de quelques 30 secondes, 1 minute, ça va permettre de donner beaucoup plus d'informations rapidement et surtout de répondre à ces problématiques. Aujourd'hui, si je dis à un client, moi je prends mon exemple, comme ça vous le comprenez, si je commence à parler de SEO, de Search Engine Optimization, d'optimisation du temps de chargement des pages, de robotique, etc., les clients potentiels vont dire, moi, c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est être premier sur Google. Cette sémantique-là, aujourd'hui, être premier sur Google, c'est quelque chose qui vous parle à tous. Si je n'emploie pas ces termes dans ma présentation, on va passer à côté, en fait. Et vous allez passer à côté d'une agence qui est potentiellement quelqu'un qui peut répondre à votre problématique. C'est un très bon exemple parce que dans tous nos métiers, qu'on soit avocat, qu'on soit dans l'assurance, dans l'immobilier, dans la vente en ligne, on a trop souvent tendance, encore une fois, à dire directement la technicité de nos métiers et ne pas vulgariser justement la sémantique. Donc c'est ça l'inbound marketing aujourd'hui, et on essaye d'adresser en fait en fonction du niveau de connaissance du client les différentes strates de communication. J'ai un autre exemple qui est inbound, qui est chez Inbox, donc c'est une société qui fait du self-stockage. Alors je vais vous montrer également l'écran. Vous me dites, vous voyez toujours l'écran internet là? C'est bon? Oui. Voilà, donc là c'est Inbox. Alors c'est un site qui est en pré-production, il n'est pas encore sorti. Mais typiquement, vous voyez, aujourd'hui, on va donner aux clients des informations, notamment dans cet onglet-là, pourquoi choisir Inbox, où vous manquez de place, vous êtes un particulier, vous êtes un professionnel, vous souhaitez plus d'informations avant de prendre la décision, les offres et tarifs, en savoir plus sur Inbox. On est dans de l'information dont l'objectif est vraiment de vulgariser et de permettre à la personne qui vient sur le site de trouver une réponse directe à sa problématique et ne plus être dans une communication qui au départ était une communication sur Inbox, ce que faisait Inbox en grande majorité, c'est-à-dire qu'ils avaient des salles avec des pièces sécurisées contre l'incendie, qu'ils avaient des parcs avec des quais d'abordage pour mettre vos colis et vos canapés directement en accès direct dans les salles de stockage. Donc, tout cet aspect factuel, finalement, c'était bien, mais ça ne répondait pas à l'angoisse que représente un déménagement. Et donc, répondre plutôt, simplifiez-vous la vie, donner des informations qui sont des informations sémantiques, ou c'est l'émotion, en tout cas, qui est recherchée dans ce cas-là, pour dire, voilà, en fait, c'est un problème de moins. Un déménagement ou stocker des produits et des biens, c'est souvent considéré comme une contrainte. Et donc, si ma sémantique est plutôt de dire, grâce à Inbox, je me libère de cette contrainte, ça me donne envie justement d'avoir, par cette solution-là, l'envie d'engager une discussion, d'engager un formulaire, une demande de devis, etc., beaucoup plus facilement que si je reste sur les aspects factuels, de montrer un déménagement, de montrer des photos de quelqu'un qui décharge un camion, c'est ce qu'il montrait avant. Montrer ça, c'est déjà être anxiogène dans le sens où dire, voilà, c'est vrai que j'oubliais qu'il fallait tout mettre dans la voiture, tout décharger, etc. Pourtant, c'est une réalité qui va arriver, mais c'est le rôle du communicant d'aller sur d'autres vecteurs de communication pour dire, ah oui, si je travaille avec eux, je m'enlève un poids de l'esprit, je m'enlève une problématique. Voilà, donc ça c'est pour l'inbound marketing. Donc, voilà, donc là, je vais vous montrer quelques exemples, c'est ce que je viens de montrer en réflexion. Donc voilà, c'est vraiment cette idée de vulgariser en fait par la sémantique le cheminement du visiteur sur votre site web pour le transformer en demandeur ou en client potentiel. Donc ce sont des technologies aujourd'hui qui sont vraiment marketing digital pur et dont l'objectif est vraiment plutôt sur de la détection de leads ou de services. Concernant les sites e-commerce purs, donc les pure players, l'inbound est moins vrai, puisqu'en fait, quand on arrive sur un site de vente en ligne, en règle générale, on ne se trompe pas. Si je veux acheter un produit, ce qui va compter, c'est par exemple les avis vérifiés, c'est les conseils ou les témoignages de clients qui ont déjà utilisé le produit. C'est une forme d'inbound marketing, sauf qu'on est déjà dans l'après, c'est-à-dire qu'on est déjà dans la consommation du produit direct. Et donc, l'inbound en amont est moins important, puisque les clients qui viennent sur un site de vente en ligne, en général, n'y viennent pas par hasard. Et donc, ont moins besoin d'être éduqués sur ce que fait le produit, mais plus sur la qualité du produit utilisé par d'autres. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie d'inbound marketing?
Non? Très bien. Donc, je passe à la suite, à moins que, comme j'ai pas de, les micros sont coupés, donc je ne sais pas si dans le chat, il y a des gens qui... Pas de questions? Très bien, je continue. Alors ensuite, on va parler de SEO, donc le fameux SEO, alors, on commence à connaître, mais c'est le référencement naturel. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important dans votre communication. Donc, soit vous avez déjà un site web et il est déjà indexé sur Google, mais vous demandez comment faire pour le rendre encore plus visible et le faire remonter dans les positions de résultats de recherche, soit vous n'en avez pas, et donc au moment où vous allez créer votre site, il va falloir respecter certaines règles d'éligibilité. Donc aujourd'hui, la base de fonctionnement du référencement naturel, je vous l'ai décrit très succinctement, c'est ici. Tout ce qui est technique au niveau du site web, donc la notion de balises, donc les balises titres, ce qu'on appelle les H1 et les H2, ce sont les titrages des pages. Aujourd'hui, il faut savoir que Google est très attentif dans la rédaction d'un contenu sur une page web à ce que le contenu soit structuré, hiérarchisé, avec un titre et un sous-titre, avec à l'intérieur des pages du contenu média, que ce soit de la vidéo ou de la photo, et qu'il y ait une illustration à propos en fonction du contenu que vous allez mettre. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes de base. Le temps de chargement du site est très important aussi. Vous avez aujourd'hui des outils comme le Google PageSpeed qui vous donne une indication sur la rapidité de chargement de votre site web. Donc, deux facteurs sur le temps de chargement. Le temps de chargement d'un site web en laptop, c'est en ordinateur standard, mais également en mobile. Et en mobile, aujourd'hui, c'est très compliqué. Les normes de Google ont changé il y a à peu près 1 an et demi. Et aujourd'hui, ils pénalisent lourdement les sites, en tout cas sur les résultats de recherche mobile, ils pénalisent assez lourdement les sites qui ne sont pas rapides en chargement sur téléphone. Donc, il y a un vrai travail d'optimisation à faire sur les sites web. Donc là, c'est vraiment de la pure technique que vous pouvez faire avec une agence sur le temps de chargement. Et puis, les configurations de ce qu'on appelle les robots TXT et sitemap. Donc ça, ce sont des outils qui permettent justement d'améliorer la lisibilité de votre site par Google. Et donc là, le robot TXT, c'est vraiment un bout de code, en fait, une page de code texte qui est gérée par votre agence ou par un technicien, si vous en avez un chez vous, qui permet d'optimiser également la lisibilité des pages. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, ça n'est pas que ça, pour arriver à avoir des résultats en termes de positionnement. La chose très importante aussi pour Google, c'est la fréquence de mise à jour de votre site. Donc, il est très important que vous ayez déjà à minima des actualités ou des informations en termes de blog disponibles sur votre site web. Pourquoi? Parce qu'en fait, la mise à jour de contenu en termes de pertinence, toujours afférente à vos métiers, c'est quelque chose sur lequel Google est très attentif. Donc, plus vous allez avoir de la mise à jour de matière, de contenu pertinente par rapport à vos secteurs d'activité, plus Google va considérer que vous êtes référent, ou en tout cas prescripteur sur vos métiers, et donc va améliorer votre positionnement. Donc très important, évidemment, dans le contenu à chaque fois, de remettre les mots-clés, de travailler là-dessus. Aujourd'hui, il existe des sociétés spécialisées, ce qu'on appelle des text brokers, qui vont pouvoir, alors c'est payant bien sûr, vous pouvez demander à des agences spécialisées de vous créer du contenu par rapport à vos thématiques. Vous allez avoir des rédacteurs qui vont vous proposer des articles et c'est vous qui allez choisir ou non de les récupérer. C'est assez intéressant quand vous voulez travailler sur l'acquisition d'un nouveau secteur. Par exemple, chez Idealcom, on a aujourd'hui 4 agences, une agence à Toulouse, une agence à Marseille, une à Nice et une à Sofia. Historiquement, on est très présent sur Nice et Sofia, donc on a un assez bon référencement sur le 06. Par contre, sur Marseille et Toulouse, c'est nouveau. Et donc, avant de pouvoir commencer à être visible sur ces villes-là, sur les mêmes mots-clés, donc ça va être agence web, agence conseiller en communication, référencement naturel, campagne ads sur Toulouse et sur Marseille. Et on a nous-mêmes, c'est pour vous dire, on est devenus nous-mêmes clients de notre propre service en allant acheter du contenu spécifique sur ces villes-là pour essayer de booster la visibilité du site sur les mots-clés afférents à ces 2 secteurs géographiques. Ensuite, il y a une autre technique qui est la plus importante, et là il faut se faire aider. C'est-à-dire que même si vous avez un site qui est très rapide, éligible sur mobile, dont le contenu est mis à jour régulièrement, vous n'avez pas de garantie d'être dans les 2 ou 3 premières positions
parce que vous n'êtes pas le seul à le faire et qu'il y a d'autres sites web, bien évidemment, et d'autres concurrents dans tous vos secteurs qui se positionnent eux-mêmes en première page de résultats. Et aujourd'hui, le vrai nerf de la guerre en termes de positionnement, celui qui est le plus efficace, c'est le netlinking, c'est-à-dire le nombre de sites web extérieurs au vôtre qui parlent de vous et qui ont un lien vers votre site. Donc, cette technologie-là, aujourd'hui, si vous travaillez avec une agence ou que vous le faites vous-même, la plupart du temps, on a des niveaux de liens qui sont assez faibles parce que ça coûte assez cher d'aller chercher un lien. C'est beaucoup de temps, beaucoup de ressources et c'est assez compliqué. Mais aujourd'hui, c'est un vrai travail qu'il faut faire pour obtenir des liens, évidemment, de sites qui sont eux-mêmes très référents et très bien positionnés. Un exemple, vous êtes dans un métier d'architecte d'intérieur, vous allez essayer d'avoir un lien avec un partenaire qui fait de la décoration ou dans l'immobilier, par exemple, une grosse agence immobilière qui serait un partenaire avec vous, ici sur la région, un John Taylor ou un Zingraph qui accepterait de vous mettre en lien sur son site en tant qu'architecte d'intérieur ou décorateur d'intérieur, si c'est votre métier. Évidemment, immédiatement, votre site web va prendre un boost parce que le lien, la qualité du lien qui sera mis par un gros faiseur dans l'immobilier haut de gamme de la Côte d'Azur est très pertinent pour Google. Et si cette société parle de vous en bien, forcément, vous allez avoir une augmentation du positionnement de votre site sans pour autant que vous ayez fait une quelconque activité de contenu ou d'optimisation de votre site web. Ça va vous faire gagner des points auprès de Google pour que vous soyez plus référent. Et en étant plus référent, vous allez monter dans les résultats. Aujourd'hui, nous, on travaille avec un partenaire sur Monaco qui s'appelle Quality Référencement. J'en parle ouvertement, oui, je ne dis pas que c'est Idelcom, qui a développé une technologie qui est unique en France de milliers de blogs qui permettent justement de refaire cette procédure de netlinking, mais à un niveau industriel. Donc, les résultats sont assez bluffants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à cette technologie, on arrive à des tarifs qui sont relativement peu coûteux. On a des tarifs qui commencent à 500-600 € par mois. On arrive à avoir d'excellents résultats puisque d'un seul coup, en quelques mois, on va dire 2-3 mois, on arrive à avoir des centaines et des centaines de backlinks de sites référents qui vont booster le positionnement du site et obtenir donc une capacité de résultat dans la première page déjà. Et puis pour ceux qui sont dans la première page, d'aller chercher les 3 premières positions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, même sur une première page de résultats, si vous êtes 5e ou 6e, vous perdez 30 à 40% du trafic en étant sur la première page parce que 70% du trafic est trusté par les 3 premières positions. Donc c'est quand même très problématique. Être en première page, c'est bien, mais ce n'est pas souvent suffisant. C'est vraiment les 3 premières positions qui sont à aller chercher. Si vous rajoutez à cela les campagnes ads, on va en parler après, donc l'achat de liens commerciaux qui vont encore faire descendre, là je parle physiquement, vos résultats, vous serez peut-être premier, deuxième, mais derrière tous les liens commerciaux. Et en plus de ça, si vous rajoutez le mobile, dans le mobile, sur un petit écran, on ne va pas pouvoir afficher en liste la totalité des résultats de façon pertinente. Vous allez encore descendre dans les résultats au niveau visuel. Et donc, le potentiel de clic est de plus en plus faible. Donc, c'est très, très important d'essayer d'aller obtenir, en tout cas sur les mots-clés les plus importants, vous ne serez pas premier partout, évidemment, mais sur les mots-clés les plus importants, d'obtenir ces 3 premières positions. Un exemple que je cite, c'est Saint-Tropez Tourisme, avec qui on travaille depuis 10 ans maintenant. C'est un très très gros site de présentation de toutes les offres touristiques de Saint-Tropez. Aujourd'hui, ils ont 800 membres actifs à l'intérieur du site. Et la grande force de ce site en termes de référencement, c'est justement ils ont agrégé énormément de contenu. Ils ont créé des blogs, des activités thématiques. La thématique est très très importante dans le référencement naturel. On a des branches qui vont être le luxe, qui vont être l'événementiel, qui vont être tout ce qui est propriété viticole, l'hôtellerie, la restauration. Voilà. À chaque fois, des grands secteurs. Ça a permis d'agréger des centaines et des centaines de pages de contenu et qui aujourd'hui font que Saint-Tropez a une très très forte visibilité. Alors, ce qui est très important, c'est une visibilité au-delà du nom. Parce qu'en fait, sur Saint-Tropez, évidemment, le mot-clé étant dans le nom de domaine, ils ont une visibilité qui est très forte. Par contre, l'objectif, c'était d'avoir des thématiques sur sortir à Saint-Tropez, faire la fête à Saint-Tropez, etc., sur des thématiques comme ça avec des mots-clés forts, dormir à Saint-Tropez, etc., d'avoir des positionnements
important sur ces mots-clés-là. Et aujourd'hui, ils trustent quasiment les 3 premières positions, quasiment sur tous les mots-clés. Donc, ça génère un trafic très fort. Au-delà de ça, sur Côte d'Azur, French Riviera, évidemment, ils ont aussi travaillé des contenus spécifiques pour aller chercher des positions. Donc, c'est un travail qui est évidemment très chronophage en interne. Et vous pouvez vous décharger, comme vous expliquez, en achetant du contenu spécifique pour vous aider. Mais c'est vrai que le travail d'une agence, en tout cas pour le netlinking en termes de positionnement, ça c'est quelque chose que vous ne pourrez pas faire vous-même. Il vaut mieux se faire aider là-dessus pour avoir des résultats probants. Y a-t-il des questions sur le référencement naturel? Il y en a dans le chat, mais du coup, il y a Jean-David qui a répondu à l'écrit. Alors, ça doit être Christophe. Ah oui, c'est Christophe, mais tout le monde s'appelle Jean-David chez vous sur le Zoom. Alors oui, c'est parce que c'est perdu. C'est le compte. Ah oui, c'est le compte de. C'est le compte d'un des collaborateurs. Oh, désolé, Christophe. Voilà. Voilà, donc c'est bien si Christophe est là. Je fais l'aparté sur Christophe. Christophe est là, il gère comme un chef le chat. C'est parfait. C'est un traffic manager partenaire avec qui on a l'occasion de travailler de temps en temps. Et je voulais qu'il soit présent également parce qu'il va co-animer avec moi la dernière partie sur la partie analytics, justement, qui est très, très importante et qui est aujourd'hui une grande difficulté, d'ailleurs, des professionnels, d'arriver à analyser les résultats pour prendre les bonnes décisions derrière en termes de stratégie de visibilité. On le verra plus tard. Là, j'attaque donc la partie SIA. Donc, SIA, donc c'est l'achat d'espace sur Internet. Alors, vous connaissez tous Google Ads, mais peut-être que vous ne connaissez pas Facebook Ads, Instagram Ads, LinkedIn Ads. En fait, on va mettre du ads partout, c'est advertising. Donc, il existe énormément de potentiel d'achat d'espace. Alors, évidemment, c'est un peu plus coûteux que le référencement naturel, puisque là, il faut payer pour être visible sur la première page de Google ou de Yahoo ou de Bing ou de Facebook, etc., sur différentes médias. Donc, je vais vous montrer un petit peu, je vais vous dérouler toutes les possibilités d'achat d'espace qu'il y a. Donc, pour vraiment les novices qui ne savent pas ce que c'est, quand vous tapez par exemple, je tape location de bateau Nice sur Google, ici, je vais avoir en vert, vous voyez, des petites informations marquées annonces. Ben ça veut dire que les sociétés qui sont là ont payé pour être présentes avant, en dessous, les résultats naturels qui arrivent. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est, vous voyez, sur une page, même si vous êtes en première position, ben, peut-être que vous n'apparaissez pas ou à peine parce que vous êtes sous la ligne de toute la liste des gens qui ont acheté les mots-clés. Donc, c'est ça le lien commercial. Ça se présente de cette manière-là. Aujourd'hui, c'est un vecteur très, très important d'acquisition de liens. Je me souviens quand on a démarré l'achat de campagne pour nos clients, c'était autour de 2007-2008. Avant, on faisait très peu. En 2007-2008, je me souviens qu'on disait à nos clients, Google Ads, franchement, c'est pas très pertinent, il vaut mieux faire du référencement naturel. Ça ne représente, c'était vrai à l'époque, ça ne représente que 4% du trafic. C'est-à-dire que les gens savaient que les gens avaient payé pour être présents à cet endroit-là. Et donc, c'était comme toujours, comme rappelez-vous, quand vous avez votre premier téléphone portable, tout le monde s'est foutu de vous en disant regardez, il se la pète avec son téléphone portable. Puis aujourd'hui, tout le monde en a. C'est l'inverse, c'est celui qui n'en a pas qui passe pour un loser. Donc là, c'est exactement la même chose sur Google Ads. Au début, c'était oh là là, le mec, il a payé pour être présent, alors que c'est tellement facile d'être premier sur Google avec le résultat naturel. Ceux qui payent, c'est vraiment les losers, c'est ceux qui sont pas bons, en fait, et puis ceux qui sont premiers ne sont pas les meilleurs. Donc voilà. Or, aujourd'hui, ça a complètement changé, puisque c'est un vrai modèle économique. Il y a une vraie industrie du lien commercial. Donc, c'est totalement inversé. Et aujourd'hui, ça représente plus de 30% du trafic. Donc, ce n'est pas du tout négligeable, bien au contraire. Et c'est pour certains secteurs très concurrentiels. Nous, on a des clients aujourd'hui où on ne recommande même plus de faire du SEO. Quand vous êtes une agence immobilière haut de gamme sur la Côte d'Azur, vous démarrez votre activité et vous dites moi, je vais être en première page sur Agence immobilière Cannes. Moi, je vous dis non. C'est-à-dire que je réponds à mes clients, je ne sais pas faire, trop compliqué, trop coûteux, trop long, ça va prendre un temps fou. Travaillez plutôt sur de l'achat d'espace. Le naturel, on pourra commencer à le faire, mais ne comptez pas dessus avant plusieurs mois, voire plusieurs années pour être dans les 3 premières positions, parce que vous avez des mastodontes qui sont là depuis 15 ans et vous n'arriverez jamais à les surclasser. Par contre, en liens commerciaux, oui, vous avez une opportunité d'aller chercher du lead immédiatement, puisque ça se fait assez rapidement, puisque à partir du moment où on paramètre une campagne, on peut très rapidement être sur la première page, une fois que tout est paramétré. On verra après justement cette partie paramétrage. Donc, là, je vous ai déroulé en fait les différents types de campagnes qui sont possibles de faire avec Google.
Donc, la fameuse campagne contextuelle, c'est le basique. Hein. Vous êtes dans un métier, vous faites du coaching sportif ou du coaching personnel. Bah, on va taper coaching personnel Cannes, Sofia, coaching personnel Nice. Bon, bah, ça, c'est vos mots-clés. Vos mots-clés, vous allez les utiliser. Et derrière, ben, on va tout de suite vous positionner sur la liste des achats, des liens commerciaux de Google. Et donc, vous serez positionné. Donc, c'est les fameuses campagnes contextuelles. C'est ce que tout le monde fait en premier hein, sur Google. Ensuite, vous avez les campagnes display. Donc là, l'intérêt, c'est d'aller chercher du trafic au travers de personnes qui sont dans la recherche afférente à votre activité. Quelqu'un qui va aller sur le site de l'équipe ou sur des sites de sport, par exemple, et vous avez du coaching sportif derrière, eh bien, vous pouvez peut-être lui adresser du remarketing avec des campagnes display, donc ces campagnes d'affichage, de visuel. Et là, on vient chercher un trafic. Donc là, on va avoir un clic qui va renvoyer à votre site web. Donc, c'est une deuxième façon de faire de la campagne. On a des campagnes d'emplacement. Donc là, c'est vous qui choisissez directement dans l'interface de votre dashboard, de votre data studio de campagne Google, quand vous paramétrez votre compte sur Google, c'est vous qui allez chercher, de dire bah, je veux être présent sur tel site, tel site, tel site. Dans la campagne display, on va chercher plutôt un profil de visiteurs potentiels. Donc là, c'est plutôt générique. Alors que dans l'emplacement, c'est vous qui allez dire non, moi, je veux être présent que sur tel ou tel site. Évidemment, sur des sites qui acceptent les enchères de Google, c'est-à-dire qui acceptent d'afficher de la publicité Google sur leur site web. Donc là, c'est vous qui allez chercher spécifiquement des emplacements. Les campagnes thématiques, là, c'est vraiment par rapport à des sujets. Donc là, c'est plus le profil, c'est vraiment le sujet qui va compter. Évidemment, dans le sujet, on aura des visiteurs qui seront intéressés par le sujet, donc potentiellement des visiteurs sur votre site. Et puis après, sur les segments d'affinité d'audience, là, on est sur de la qualification du visiteur qui a émis un intérêt sur un thème donné. Et donc là, on a une capacité de pouvoir toucher ces visiteurs via des offres et des produits spécifiques que vous allez proposer. Donc ça, voilà, c'est à peu près les campagnes sur Ads qui sont possibles. Évidemment, ça, vous-même tout seul, si vous commencez à vouloir le faire, c'est compliqué. Il vaut mieux avoir un professionnel qui vous accompagne et qui vous permet de lui-même faire les choix pour vous en fonction de ce que vous allez lui dire sur la typologie de client que vous cherchez. Parce que c'est assez complexe aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres différentes. Google veut gagner beaucoup d'argent, donc il fait plein d'offres pour que vous ayez un maximum de possibilités d'achat, d'acquisition. Voilà, un exemple de campagne display, donc ça vous l'avez tous vu, hein, vous avez des bannières qui apparaissent dans les sites web, vous allez sur YouTube, vous avez des bannières qui apparaissent, vous allez vous-même sur un site web d'une société et vous allez avoir des bannières qui apparaissent. Là, on travaille pour un client qui s'appelle Lead France, qui fait de la vente en ligne de matelas. On est en train de faire une veille justement concurrentielle. Aujourd'hui, ça fait 3 semaines, je me tape sur tous les sites où je vais des visuels de matelas pour acheter des matelas. J'ai pas envie d'acheter des matelas, mais comme moi je fais de la veille, forcément, l'outil me traque et me renvoie des publicités. Donc c'est assez efficace en fait, parce que quand vous êtes dans une vraie recherche spécifique, il y a un moment ou un autre où vous allez déclencher un achat. Je dis ça parce que moi, je suis de l'ancienne école. Hein, quand je suis sorti de l'école en 95, on posait la question à nos profs, est-ce qu'Internet, c'est quelque chose qui va marcher? Et les profs répondaient, on ne sait pas. Moi, je suis de l'ancienne école, c'est-à-dire que j'ai toujours un côté sceptique à ce type de technologie. Aujourd'hui, je les vends, mais je reste quand même quelqu'un qui va toujours se méfier en disant, oui, mais est-ce que ça marche vraiment le display? Moi, à chaque fois que je vais regarder un site web où je veux acheter quelque chose et que je n'achète pas, je me tape pendant 15 jours des publicités sur ce truc-là, ça me saoule. Je pense que dans l'audience aujourd'hui, vous êtes pas mal à penser à la même chose que moi en disant ça me fatigue d'avoir toujours des pubs alors que je n'ai pas demandé à en avoir. C'est vrai, mais regardez bien sur la durée, il vous est forcément arrivé à un moment ou à un autre de cliquer une fois, peut-être sur 3 ans, hein, une fois ou 2 fois, sur un lien en disant ah oui, parce que là j'en ai vraiment besoin. Moi je vous donne mon exemple. J'étais allé voir le site de Nike parce que je voulais acheter le maillot de l'équipe de France ou du Brésil pour une Coupe du Monde, pour mon fils qui avait 10 ans. Et je vais sur le site et je ne l'achète pas. Je ne l'achète pas parce que je ne sais plus pourquoi, mais je ne l'achète pas. Je me suis pris le retargeting de Nike pendant 15 jours. Et bien, figurez-vous qu'au bout de 10 jours, j'ai cliqué et j'ai acheté le maillot parce que j'en avais vraiment besoin. Mais peut-être que si je n'avais pas eu les campagnes display et marketing, je ne l'aurais pas acheté. Donc, je me suis dit, tu vois, ça a marché une fois sur toi. Si ça marche une fois sur toi, ça marche une fois sur des millions de gens. Et donc c'est prouvé, ça fonctionne. Même si ça nous saoule, et à un moment ou à un autre, on va déclencher.
Donc, c'est important d'avoir, et surtout le côté visuel des campagnes display est très intéressant parce que vous imprimez photographiquement une enseigne, une marque, un produit. Donc, ce sont des campagnes qui sont très efficaces. Voilà, donc c'est le schéma que je vous présente ici, c'est ça. Vous allez, voilà, vous êtes un prospect, vous allez sur un site web, vous êtes traqué, puisqu'on a un cookie qui va vous marquer, vous partez, mais ensuite, votre publicité va venir sur d'autres sites où la personne va vous revoir, et vous revoyant, eh bien, vous voyez, c'est une hausse de 10 à 20% des conversions grâce à ce type de campagne. Donc ça, c'est très efficace. C'est très efficace quand on vend des produits ou des services qui ont une vraie valeur ajoutée. Quand on est juste dans un site de présentation, le remarketing a ses limites et c'est vraiment avec votre agence ou avec votre marketeur interne que vous allez trouver le bon message qui va être pertinent, parce que si vous ne vendez pas grand-chose entre guillemets de concret, la difficulté, c'est que le display ne va pas être pertinent parce que votre offre ne sera pas assez forte pour réattirer le visiteur chez vous. Ensuite, il y a YouTube. Alors YouTube, tout le monde connaît bien évidemment, mais les gens oublient que c'est un média extrêmement fort qui, pour moi, alors c'est le deuxième moteur de recherche mondial, ce qui n'est pas rien, et je pense que ça peut très vite devenir le premier. C'est très très important de faire de la publicité sur YouTube, sur donc les mots-clés qui sont dans les secteurs que vous avez, vous, dans vos services. L'audience est extrêmement qualifiée. Et donc, on recommande vraiment de faire des campagnes sur ce média-là. Alors, quand on fait des campagnes ads pour des clients, évidemment, YouTube, qui appartient à Google, évidemment, a une pertinence très forte, puisqu'en fait, il y a un maillage de référencement sur ce moteur qui crée de la pertinence. Et donc, on conseille vraiment d'aller chercher de la publicité sur YouTube pour récupérer du lead qualifié. C'est le même principe que Google. On est sur des enchères au coût par clic, au coût par affichage. Voilà, et donc on est vraiment sur une similitude avec Google Ads. C'est vrai que beaucoup de gens pensent à Google pour le référencement payant, mais souvent ils oublient que YouTube est également très pertinent par rapport à ça. Ensuite, il y a tous les réseaux sociaux, dont on va parler plus tard sur la partie activité, qui est aussi un vecteur de référencement et de visibilité. Là, je parle uniquement exclusivement de la partie ads. Aujourd'hui, vous avez 60%, enfin 58%, mais ça a augmenté encore récemment, qui se connectent au moins une fois par jour sur Facebook. Alors, c'est un outil, de notre point de vue, qui est un outil qui petit à petit ne va pas mourir, mais en tout cas est de moins en moins utilisé par les jeunes générations. Donc, comme les jeunes générations, d'ici 10 ans, ce seront les clients actifs, on va dire, de tous les produits et services que l'on peut vendre, on peut considérer que Facebook ne sera plus, dans les années à venir, le numéro 1, entre guillemets, des réseaux publicitaires, j'entends réseau. Hein. Donc, aujourd'hui, c'est le cas, mais demain, ce ne sera plus le cas. Donc, il faut commencer à regarder tous les autres réseaux qui émergent. En tout cas, aujourd'hui, en termes d'activité, clairement, tous nos clients le recommandent d'aller sur Facebook parce qu'il y a du trafic qualifié, et parce qu'il est extrêmement précis, beaucoup plus précis que sur Google, puisque là, on a affaire à des audiences, à des âges, à des situations familiales. On a des critères de qualification qui sont extrêmement performants et un coût d'acquisition qui est beaucoup plus faible. Aujourd'hui, sur Google, on a des achats de mots-clés qui peuvent être très très chers si la concurrence est forte, alors que ce sera beaucoup moins cher sur Facebook. Vous voyez, on a des coûts qui sont 35% moins élevés que chez Google. Et on a différentes façons d'aller chercher de l'acquisition, puisqu'on va pas payer au clic, ou en tout cas, on est plus sur de la notion d'affichage avec Facebook. Et donc, on a un affichage et un ROI et qui va coûter moins cher selon les campagnes. Donc, on a une capacité d'aller chercher du lead, et j'en reparlerai au moment où je parlerai de Facebook, sur justement les différentes campagnes qui sont disponibles sur ce média. Concernant Instagram, voilà, aujourd'hui, c'est pour nous le meilleur vecteur en termes de trafic, en termes d'achat de liens sponsorisés ou d'espace. Alors, sur Instagram, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une transformation en e-commerce qui est très forte, beaucoup plus forte que sur Facebook. Et pour cause, puisqu'on a une clientèle qui est beaucoup plus jeune, parce que la moyenne d'âge est de moins de 30 ans, et on a une spontanéité de déclenchement d'achat qui est beaucoup plus forte. Alors évidemment, ce n'est pas sur des produits très élevés en termes de tarifs,
mais on a une réactivité qui est extrêmement puissante parce que là, on a affaire à des gens qui sont nés avec un téléphone dans la main ou qui sont habitués à travailler sur le digital ou à consommer du digital. Donc Instagram est un vecteur indispensable aujourd'hui dans quasiment tous les métiers, qu'on soit dans le service ou dans la vente. Il y a matière à aller chercher du sponsoring, de votre propre page, de votre propre compte, mais également du sponsoring d'acquisition de cibles. Là, ça dépend vraiment des métiers. Évidemment, si vous êtes un agent d'assurance ou un banquier, aller chercher du lead sur Instagram, c'est compliqué. On va aller chercher de la notoriété plutôt sur Instagram plutôt que du client direct. Par contre, si vous êtes on a un client qui est dans le fitness, qui fait des cours de fitness en ligne, c'est pas Fitline, c'est un autre client. Alors là, et qui fait de la vente en ligne de vidéos, en plus de cours vidéo. Lui, sa cible principale, c'est Instagram, parce qu'il va pouvoir publier des vidéos gratuites justement de son activité, mais également d'aller chercher du lead direct, parce que là, on est sûr d'avoir des clients potentiels. Et puis il y a LinkedIn, que vous connaissez tous, vous êtes tous certainement déjà sur LinkedIn. Alors là, c'est totalement pour la partie B2B. Et on a la capacité d'aller chercher pareil, de liens sponsorisés. Alors LinkedIn aujourd'hui pour moi c'est le réseau numéro 1 en termes de qualification, puisque là on parle de CV en ligne, donc vous ne trouverez pas plus précis en termes de profiling, puisque dans le CV j'ai toutes les informations sur la typologie de métier, l'âge de la personne, la qualification de son parcours professionnel, donc j'ai énormément d'informations et de data qui me permettent d'aller chercher très précisément le profil potentiel. Et là, évidemment, c'est plus des entreprises qui font du B2B, qui peuvent aller chercher de la campagne. Bon, sur LinkedIn, la campagne va être aussi une campagne plus de notoriété et de génération de leads qu'une campagne commerciale. Aujourd'hui, on est sur la création d'images de marque et de détection de leads au travers de LinkedIn. Et on n'est pas là pour vendre des produits en direct, même si certaines sociétés commencent à le faire dans tout ce qui est édition de logiciels. On a beaucoup de sociétés qui utilisent LinkedIn pour ça, et c'est assez efficace. Mais dans nos métiers à nous, entre guillemets, autour de cette réunion, on va plutôt s'en servir pour donner une présence commerciale à notre entreprise et essayer de chercher justement des décideurs potentiels, mais aussi beaucoup de prescripteurs. LinkedIn a cette force-là, comme les réseaux au sein du PE d'ailleurs. Moi, je dis toujours, quand on est au feu les déjeuners, j'ai hâte que ça revienne, les déjeuners physiques, mais quand on se rencontre en tant que professionnel, et LinkedIn est très fort pour ça, ce qui est important, c'est que vous êtes aussi en capacité de pouvoir être prescrit par le réseau des professionnels. Et donc, quand on va chercher de l'acquisition sur LinkedIn, ce n'est pas seulement des clients qu'il faut venir chercher, c'est aussi des prescripteurs. Donc, il y a un intérêt à créer de l'échange de services à ce niveau-là pour devenir quelque part référent pour des gens qui seront peut-être jamais vos clients, mais par contre qui peuvent vous prescrire en bien auprès d'un réseau professionnel. Là, je vous donne un exemple pour que vous compreniez aussi la mécanique de timing. Quand on fait des campagnes ads, ça ne se fait pas en 5 minutes. C'est rapide, puisque dès on va dire, dès la 2e ou 3e semaine, on a des liens qui apparaissent dans Google dans les premières positions et on commence à faire du business. Mais ça passe par différentes étapes qui sont décrites ici. Alors, je ne vais pas vous les citer une par une, mais en gros, on a une phase d'étude, c'est-à-dire d'analyse des mots-clés que l'on veut aller chercher, de récupération d'analyse de la concurrence aussi. Que fait la concurrence? Quel type de mots-clés elle achète? Donc ça, en tant qu'agence, nous, on a l'accès à ce type d'informations que vous n'aurez pas accès, vous, en tant que client du service. Mais c'est très important d'aller le faire pour pouvoir justement ne pas se tromper sur les mots-clés. Parce qu'on peut imaginer que moi, je pourrais dire, voilà, moi, dans mon métier, je dirais, ben, moi, c'est conseil en communication qui va être le vecteur numéro 1. Et puis, on se rend compte que non, ce n'est pas ça, c'est agence web. Ok, bon, ben, je me suis trompé, donc je vais rééquilibrer ma campagne en changeant ou en créant une nouvelle campagne parce que mon mot-clé n'est pas le bon. Ça, c'est très important de bien qualifier. Ensuite, il y a une notion de structuration. La notion de structuration, c'est qu'est-ce que je vais écrire dans mes campagnes. C'est très important. Si je fais du display, par exemple, quel est le message que je vais envoyer ou quel est le visuel que je vais utiliser. Donc, la rédaction des annonces est très importante et le paramétrage des campagnes, évidemment, également. Comme on a vu tout à l'heure, sur quel média je vais, est-ce que je vais faire du YouTube, est-ce que je vais faire de l'Insta, et qu'est-ce que je vais dire dedans. En fonction du média, je n'ai pas forcément les mêmes messages qui vont apparaître. Donc tout ça, c'est vraiment ces 2 étapes études de structuration qui vont être très importantes, et on estime ça à peu près une dizaine de jours
Donc, ça veut dire 2 semaines de paramétrage. À partir de la 3e semaine, on va déposer en fait les campagnes sur les différents réseaux sur lesquels on a décidé d'aller et le calendrier de diffusion. Est-ce qu'on veut apparaître sur mobile, sur telle zone géographique, sur telle thématique, etc. Donc là, on dépose les campagnes. Et puis les campagnes, donc ça veut dire que, vous voyez, au bout d'une quinzaine de 2 semaines, on a des campagnes qui tournent et qui sont en ligne. Et après, donc, il y a tout le travail d'analyse, d'optimisation des campagnes. Et donc, c'est ce point-là qui est vraiment clé dans la réussite de vos campagnes. On aura beau avoir fait tout le travail de préparation, c'est comme on dit, hein, dans le foot, vous avez fait l'entraînement, vous avez motivé les joueurs, tout est prêt. Et puis, comme on dit dans le jargon, c'est la vérité du terrain. La vérité du terrain, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et pendant le match, tout ce qu'on avait préparé ne se passe pas comme on avait prévu, et on est obligé de faire des ajustements. C'est exactement pareil pour les campagnes. On a tout prévu, on a dit la feuille elle est parfaite, ça va marcher, et puis ça ne marche pas, ou ça marche moyennement. Et là, c'est le travail de l'analyse. Et donc là, je rebondis sur notre ami Christophe. Avant qu'on parle de l'analyse, mais c'est très très important, ça va être très important, vous allez le comprendre, pour réussir la performance des campagnes. Deux derniers réseaux de diffusion qui sont moins connus, peut-être que certains d'entre vous les connaissent, mais je ne pense pas, qui s'appellent Outbrain et Taboola. Ce sont des réseaux d'annonceurs comme Google Ads qui permettent de faire de l'affichage de campagne et qui sont des réseaux parallèles, donc avec des coûts évidemment moins chers que ceux de Google, mais qui permettent d'aller chercher du trafic qualifié sur des sites. Donc c'est le même principe que les campagnes display, d'aller chercher de la bannière publicitaire sur un réseau de sites spécifiques qui sortent du giron de Google. Je te laisse donc juste parler un petit peu de ces deux réseaux. Oui, bonjour à tous. Et je te laisse la parole sur justement la partie suivante, qui est la partie analyse et statistique, qui est capitale dans la réussite justement de l'ensemble des stratégies de visibilité. C'est très importante, oui. Taboola, et juste un mot sur Taboola et Outbrain, c'est donc 2 réseaux qui font aujourd'hui beaucoup de publicité. C'est les leaders en France dans la diffusion de bannières publicitaires. Alors, le principal avantage de ces 2 outils, mis à part le fait que c'est du display comme le propose Google, c'est surtout leur réseau de sites qui sont absents effectivement du réseau Google. C'est un réseau de sites qui en général est filtré, qui est un réseau de qualité. Le coût de clic sur de l'affichage chez Taboola ou Outbrain avoisine les 20 à 40 centimes du clic. Donc, c'est un coût d'acquisition qui est maîtrisé, qui est relativement bas, surtout pour la qualité des sites souvent proposés dans les différents outils. Alors, ces différents outils proposent aussi de l'analyse. On peut voir l'analyse d'où ont été diffusées les bannières, des taux de clics sur chacun des sites web, etc. Ça nous permet de filtrer la diffusion sur les sites. Et ça nous permet de proposer, ça propose aussi des statistiques qui ne sont pas présentes dans les outils comme Google Analytics, qu'on va voir juste après. Donc, c'est 2 réseaux de sites leaders en France pour de la diffusion de bannières publicitaires sur des sites thématiques et de qualité principalement. Les enjeux du web marketing et de l'analyse de tracking. Donc, comme l'a dit Didier, voilà, on peut avoir construit des campagnes qui sont théoriquement bien construites et qui devraient fonctionner. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a aussi des choses qui ne fonctionnent pas, par exemple des bugs techniques ou de développement qui n'ont pas été prévus au départ. Et des bugs techniques, il y en a souvent et il faut faire avec. Des outils d'analyse comme Google Analytics ou d'autres qu'on va voir juste après nous permettent notamment d'analyser le comportement des utilisateurs sur le site web ou sur une application mobile. Et ça permet notamment de pouvoir détecter ces bugs techniques. Par exemple, sur Google Analytics, on peut utiliser un onglet qui s'appelle Technologie qui permet de voir le comportement des visiteurs selon le navigateur, le système d'exploitation, le modèle du téléphone portable, par exemple, et qui permet de voir que les comportements sur un certain type de modèle de téléphone peuvent provoquer, par exemple, des fuites importantes du site web directement à l'arrivée du site. Ou une durée de navigation qui est extrêmement basse, qui peut laisser imaginer des bugs sur certains types de modèles de téléphone. Google Analytics, c'est l'outil le plus utilisé au monde d'analyse de sites et d'applications web. Il permet de faire des reportings réguliers en automatique sur différents critères de navigation, la durée de visite d'un site, le nombre de pages vues sur le site, les pages qui ont enregistré le plus fort taux de départ du site web, qui peuvent laisser imaginer que des pages ne sont pas dans la thématique ou n'intéressent pas les visiteurs.
le Google Analytics a une particularité et qui est un petit peu son défaut, c'est qu'il se base principalement sur le changement de page d'un visiteur. C'est-à-dire que pour construire toutes les analyses statistiques et tous les tableaux de reporting qu'il vous présente, il se base sur le changement de page pour pouvoir définir tous ces critères-là. Alors, c'est son défaut parce que comme il se base sur un changement de page, il ne sait pas ce qui se passe sur la page elle-même. Et là, on va voir un autre outil un peu plus tard qui permettra de pallier à ce défaut-là. Google Analytics, aujourd'hui, si vous ne l'avez pas installé, c'est gratuit. C'est simplement l'ajout d'un morceau de code sur votre site web et ça permet de regarder et de comprendre le comportement des visiteurs sur votre site web ou votre application mobile. Google Tag Manager. Alors, le Tag Manager, c'est un outil qui est connexe à Google Analytics. C'est en fait un outil qui permet de se passer des développeurs web pour intégrer des codes de tracking. Alors, dès qu'on veut utiliser une nouvelle plateforme publicitaire ou un nouvel outil, comme par exemple la live chat, ou si on se lance sur Facebook ou sur Taboola ou sur d'autres systèmes publicitaires, systématiquement, ils vont vous demander d'intégrer un morceau de code sur votre site web, sur toutes les pages du site web, qui permettra à Analytics ou à tous ces autres systèmes publicitaires de traquer les informations, les statistiques sur le site. Alors, pour pouvoir intégrer un morceau de code, il vous faut forcément un développeur pour pouvoir l'intégrer, ou alors il vous faut le Google Tag Manager qui permet en fait d'intégrer une seule fois un seul code, celui de Google Tag Manager. Et depuis l'outil Tag Manager, avec une interface simple d'utilisation, vous pouvez intégrer n'importe quel type de code de tracking vous-même sans passer par les développeurs. Ça permet de s'affranchir des développeurs web. Sur la slide suivante, on voit l'interface du Tag Manager. Alors voilà, ça fonctionne par balise avec des déclencheurs et des variables qui permettent de définir quand est-ce qu'on veut déclencher une balise pour déclencher par exemple un événement sur Google Analytics. Les événements sur Google Analytics se codent directement par des développeurs sur le site web. Par exemple, sur un bouton, on doit créer un morceau de code qui permet de déclarer le clic sur ce bouton pour que le clic sur ce bouton soit visible sur Google Analytics. Le Tag Manager permet de s'affranchir de tout ça et avec simplement une balise et un déclencheur, on déclare des événements et ils remontent sur Google Analytics. Donc, c'est un outil connexe à Analytics qui permet de s'affranchir principalement des développeurs et qui propose une multitude de variables assez simples d'utilisation et très ergonomiques. Autre outil très intéressant qui est de plus en plus utilisé aujourd'hui, c'est le Google Data Studio. Alors, c'est encore un outil Google. Ça permet principalement de créer des dashboards très visuels, très graphiques et ultra personnalisés. Ça permet notamment de centraliser des informations, des statistiques qui ne sont pas forcément présentes dans Google Analytics. On peut centraliser des données de Facebook, de Taboola, de tous les systèmes publicitaires. On peut les centraliser directement dans Data Studio. Parfois contre rémunération, notamment pour Facebook, il faut payer quelques euros par mois pour des plugins qui intègrent les statistiques. Mais sinon, on peut centraliser toutes les statistiques de toutes les plateformes publicitaires. L'outil est 100% personnalisable. On peut changer les couleurs de tous les graphiques. On peut les modifier dans tous les sens. Tout est personnalisable. Ici, on a intégré une date en haut à droite qui permet de changer en temps réel toutes les statistiques. Ça permet notamment de s'affranchir de toutes les plateformes statistiques publicitaires qu'on a aujourd'hui et de tout avoir dans un même endroit et ultra personnalisable. Les logiciels de click tracking, alors il y en existe plusieurs. Ça permet de s'affranchir du problème d'analytics qui est de ne pas savoir ce qui se passe sur une page web, sur la page elle-même. Ça permet d'avoir beaucoup d'analyses sur les comportements, notamment des clics. On voit ici, Didier. Excusez-moi. Ça permet d'avoir ici notamment un nuage de clics. Alors, ce n'est pas forcément des clics sur des liens, ça peut être des clics sur du texte ou sur des éléments non cliquables de la page. On peut voir sur la photo, on voit des clics qui sont faits sur le fond blanc de la page. Donc, on peut imaginer avec un nuage de clics comme ça, des éléments qui peuvent être perçus comme cliquables, par exemple, et qui ne le sont pas, qui peuvent nous faire modifier le site web ou nous faire changer l'explication du site parce que peut-être que les gens n'ont pas compris ce qui devait être cliqué ou non. Ça peut agacer les internautes et ça peut provoquer des fuites des visiteurs du site web. Ce genre d'outil peut permettre aussi d'analyser le tracking de l'ascenseur qui permet de descendre sur une page web. On peut avoir un nuage de couleurs en fonction de la hauteur de l'ascenseur.
ce qui permet de voir les parties d'une page web qui serait assez longue, de voir les différentes parties les plus intéressantes pour les visiteurs et de nous donner une idée de ce qui peut intéresser le plus les internautes et de créer éventuellement d'autres pages web sur des thématiques sur la partie la plus visionnée de la page web. Ce genre d'outil permet aussi, et là c'est plus surprenant et c'est même très très intéressant, permet d'enregistrer les mouvements de souris de chacun des visiteurs du site web. Alors c'est un petit peu particulier et certains peuvent même penser que c'est un peu intrusif. On enregistre les mouvements de la souris de tous les visiteurs du site web. Ça sert énormément quand on a des appels ou des retours d'avis clients qui se plaignent d'une navigation qui n'a pas abouti ou d'un bug sur le site. Quand on a la personne au téléphone, on peut lui demander son navigateur web, le moment où il s'est connecté, et grâce à cet outil, on peut aller voir directement l'intégralité de sa navigation web et voir ce qui a pu poser problème dans sa navigation et soit lui répondre directement, soit utiliser ces problèmes de navigation pour détecter des bugs de fonctionnement et réparer ces bugs-là. C'est des outils qui sont très puissants et qui sont annexes à Google Analytics, qui coûtent quelques dizaines d'euros par mois. Donc, c'est vraiment pas cher et c'est très intéressant pour avoir une multitude de données de comportement sur le site web. Toutes ces données statistiques ont en fait pour objectif principal d'augmenter le ROI sur vos campagnes publicitaires et sur votre site web. Ça permet de mieux investir parce qu'on sait mieux ce qui se passe sur les visiteurs en fonction des sources de trafic. On sait que des campagnes sur Google Ads, sur certains mots-clés spécifiques, provoquent des comportements de visiteurs qui peuvent être complètement différents d'autres mots-clés enchéris. On sait aussi que les campagnes display peuvent avoir des comportements différents parce que le display, ce n'est pas des publicités sollicitées. C'est des publicités qui sont affichées sur un site sans qu'on ait forcément tapé un mot sur Google. Tous ces comportements différents nous amènent à vouloir analyser et comprendre le comportement induit par chacune des sources de trafic pour avoir comme finalité mieux investir sur les sources de trafic les plus performantes, sur les mots-clés les plus intéressants, et notamment de comprendre avec le fonctionnement des visiteurs sur le site web, d'agir directement sur l'UX design du site, c'est-à-dire l'ergonomie de site, la navigabilité sur le site, pour le rendre plus fluide et surtout emmener les internautes le plus possible vers le tunnel de conversion qui permettra de convertir des visiteurs en prospects et plus tard en clients. Donc voilà pour la performance des analyses statistiques. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a bien compris qu'on ne peut pas s'en passer. Il y a des outils gratuits, des outils payants et des outils vraiment pas chers. Si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas. C'est assez rapide à installer et très, très efficace dans son utilisation au quotidien. Merci Christophe. S'il y a des questions, je te laisse faire la correspondance. Je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat, je vais répondre. Voilà. Donc c'est capital en fait, si vous voulez, c'est le nerf de la guerre en fait, parce que on aura beau vous proposer toutes les meilleures stratégies et vous faire de la visibilité, ce qui va compter, c'est l'analyse des résultats en fait. Comment les gens viennent sur votre site, pourquoi ils achètent tel produit, pourquoi ils vous demandent tel service, pourquoi ils s'en vont du site, pourquoi ils visitent. Il reste 3 minutes sur le site web pour ne pas faire de demande d'information. Toutes ces questions-là, en fait, c'est là où va se jouer l'efficacité en fait de tout l'investissement que vous allez faire en termes de visibilité, et donc c'est capital. Et nous on le voit puisque quand on travaille sur du référencement naturel, du référencement payant, du community management, et on va le voir juste après, vous avez tellement de sources de trafic différents qui viennent s'agréger. Finalement, l'embouteillage de trafic se retrouve sur votre site web. Et si vous n'avez pas prévu de pouvoir analyser, de segmenter en fait le trafic, d'analyser les comportements en fonction de la provenance en fait du visiteur, c'est très compliqué et c'est souvent flou. En fait, c'est un peu le brouillard. On se dit bah ouais, on fait du trafic, on a des demandes, mais finalement on n'est pas capable de les analyser et de les améliorer. Donc c'est vraiment capital aujourd'hui dans notre travail. Et le rôle de Christophe et d'autres traffic managers auprès des entreprises devient le plus important pour moi, au-delà d'avoir une agence de com qui va vous faire des jolis visuels, qui va vous faire, comme je vous dis, de l'inbound marketing, ce qui est très important aussi. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'on aura fait tout ce travail-là que derrière, l'efficacité sera là si on n'est pas en capacité d'analyse et d'adaptation. Alors, le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est la partie, ce qu'on appelle le social marketing.
on parle de community management, mais en fait, aujourd'hui, on est dans une situation de ne pas faire de community management pour le plaisir, mais de le faire à des fins commerciales. Donc, c'est pour ça qu'on parle de social marketing. C'est comment exploiter les réseaux sociaux afin de mettre en avant votre entreprise, de travailler sur de la génération de leads qualifiés également. Donc, ici, on vous a mis un petit peu ce que doit être votre méthodologie. Vous avez une entreprise et vous voulez créer des comptes. Alors, comme je vous ai dit, les trois majeurs, c'est Facebook, Insta et LinkedIn. Suivant, LinkedIn, si vous ne faites pas de B2B, ça n'a pas ou peu d'intérêt. Ça en a quand même. Moi, j'ai certains clients qui sont dans le grand public sur lesquels on a réfléchi à des stratégies de communication sur LinkedIn parce que derrière le dirigeant, il y a aussi un consommateur. Donc, oui, je suis professionnel, mais je suis aussi un consommateur grand public. Donc, alors, il faut le faire de façon intelligente, mais il y a matière à aller chercher du B2C sur le B2B. Et ça se travaille en fonction des produits et services vendus par nos clients. Donc là, vous avez un déroulé en fait, de tout ce qu'il est important de faire sur les réseaux sociaux. Être présent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas juste se dire, voilà, j'ai une page et je communique de temps en temps sur mon activité. Ok, très bien. Ce qu'il faut essayer de faire sur les réseaux, c'est finalement un vrai travail de communication. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Est-ce que j'ai envie de parler de moi ou de l'entreprise? Les deux sont souvent liés. À cette réunion, je pense qu'il y a beaucoup de porteurs de projets qui sont indépendants et qui travaillent à leur compte et qui sont seuls, qui n'ont pas forcément une structure salariée avec beaucoup d'entreprises, pas beaucoup de collaborateurs. Ça veut dire que peut-être que le service que je vends, c'est ma personne. Donc, comment je me mets en scène, moi, au travers du service que je propose? Ça, c'est une vraie réflexion qu'il faut mener. Pour les entreprises, c'est encore autre chose, puisque les entreprises, il va falloir qu'elles travaillent sur leurs produits et leurs services, mais comment elles les présentent? Est-ce qu'elle les personnalise au travers d'un ambassadeur qui devient le prescripteur de l'enseigne, de la marque ou des produits? Ou est-ce que c'est vraiment l'entreprise qui va communiquer? Sur LinkedIn, pareil, c'est très important d'avoir une personne qui incarne l'entreprise. Ce qui fonctionne très bien aujourd'hui, c'est le réseau direct d'un individu à un autre. La communication institutionnelle d'une entreprise sur LinkedIn fonctionne très peu en termes de génération de leads. La page professionnelle LinkedIn, aujourd'hui, elle sert essentiellement à poser une stature, une posture professionnelle pour une entreprise. En revanche, ce n'est pas du tout ça qui va être efficace en termes de génération de leads. Ce que va chercher un interlocuteur sur LinkedIn, c'est un individu. Alors, aujourd'hui, si je prends mon exemple, si je communique sur Idelcom sur LinkedIn, ça fonctionne mal. Ce qui va marcher, c'est quand Didier Généreux s'adresse à son audience au travers de son entreprise. Et Didier Généreux va dire qu'il a fait telle réalisation, qu'il y a une nouvelle technologie qui vient d'arriver, qu'il faut faire attention à telle ou telle émergence technologique ou commerciale ou marketing qui arrive. Et quand c'est Didier Généreux qui le fait, ça a une pertinence auprès de l'audience qui l'écoute. Si c'est Idelcom, c'est beaucoup moins pertinent. Donc voilà, c'est important en fonction du réseau sur lequel on va aller travailler, de savoir comment on l'incarne et comment on communique. Donc ça, c'est très important. Le ton, c'est ce que j'explique dans le slide qui est là, et aussi après l'élaboration du calendrier éditorial. Le rythme d'information que vous allez poster, est-ce que c'est une fois par semaine, 2 fois par semaine, quel type d'information je mets? Est-ce que c'est de l'information générique sur mon métier ou est-ce que c'est de l'information sur mes produits et mes services? Comment j'alterne de parler de moi et de parler en même temps de mon univers métier ou des problématiques de mes clients. Voilà. Tout ça se travaille et ça passe donc pas seulement par de la publication de posts. Là, on vous a mis par exemple 2 posts par semaine permettent d'augmenter le taux d'engagement, c'est vrai, donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, vous pouvez avoir par exemple la création d'un livre blanc ou d'un manifesto sur votre entreprise ou sur un secteur d'activité ou créer une vidéo de contenu éducative. Il va falloir que vous soyez force de production de contenu pour pouvoir les diffuser sur les différents réseaux sociaux. Ça va avoir une incidence très importante sur votre e-réputation, terme qu'on a dû employer. Et c'est là où vous allez donner de la pertinence à votre audience, si justement le contenu que vous donnez est de qualité. Si c'est pour faire un post par jour, c'est pour ça que nous, on a du mal avec Twitter aujourd'hui. On l'utilise sur certains médias d'information technologique. C'est intéressant.
Par contre, l'utilisation de dire tous les jours je fais quelque chose d'original peut très vite lasser les gens parce que vous n'êtes pas Nike. Quand je dis vous n'êtes pas, je me mets dedans. Hein. Idealcom, ce n'est pas la plus grosse agence de com du monde et vous n'êtes pas Nike, vous n'êtes pas L'Oréal, vous n'êtes pas Nespresso. Voilà. Donc, vous n'avez pas de pertinence à polluer les réseaux de votre actualité. Donc, vous devez être pertinent dans votre façon de communiquer et de fonctionner. Et donc, ça suppose vraiment un travail sur le rythme, sur le type de message que vous allez mettre. Et après, une fois que vous avez commencé votre activité récurrente, vous avez une fois de plus, tout le travail de reporting et d'analyse, parce que vous allez avoir des commentaires négatifs, vous allez avoir des gens qui ne vont pas dire du mal, mais en tout cas qui vont avoir un a priori négatif sur ce que vous communiquez. Donc là, il faut être capable de réagir, d'avoir un rédactionnel. J'ai un de nos clients qui est restaurateur sur Cannes, qui fait face à ce genre de choses, rarement, parce que c'est un bon prestataire, mais il lui arrive d'avoir des commentaires sur TripAdvisor qui sont assez négatifs. Il faut tout de suite être capable de réagir, de s'excuser auprès de la personne, d'avoir une forme de transparence. Et après, ce qui est bien, c'est que si votre réseau est réceptif, je l'ai vu récemment pour ce client-là, une personne avait critiqué la lenteur du service et un plat qui n'était pas extraordinaire. Tout de suite derrière, alors lui avait répondu poliment, mais tout de suite derrière, ce qui était génial pour lui, c'est que c'est la communauté elle-même qui est venue dire n'importe quoi, c'est génial chez toi, tous avec toi. Donc en fait, c'est la communauté elle-même qui a fait la notoriété, qui a remis en place la notoriété en réagissant à des commentaires négatifs sur le site. Donc c'est très important, comme vous expliquez, de bien communiquer, de bien être attentif aux éventuelles observations de vos clients. Et après, il y a aussi évidemment un facteur très important, c'est le fait que vous ayez dans vos secteurs d'activité un présentiel. Évidemment, quand on est restaurateur, pas en ce moment bien sûr, mais quand la situation redeviendra presque normale, ceux qui ont une présence physique avec une boutique par exemple, ou un restaurant ou un établissement qui rencontre du client, ils ont une force encore plus importante sur les réseaux sociaux parce que justement leurs clients les connaissent personnellement et physiquement. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. On travaille notamment pour Perrin Ravioli par exemple, qui est un fabricant de pâtes artisanales, de recettes antiboises et niçoises, donc vraiment quelqu'un qui est ancré dans l'art culinaire territorial. Cette personne-là a 4 boutiques physiques. Donc, ils ont un site de vente en ligne. Ils adressent beaucoup de leur vente à un réseau de professionnels parce qu'ils font de la vente en gros. Mais ils ont 4 boutiques où ils font de la vente, en fait, de la vente traiteur. Hein. Ce sont des sauces italiennes, des pâtes fraîches, etc. Eux, ils ont cet énorme avantage d'avoir une présence physique, donc un relais direct avec la clientèle. Il y a du click and collect qui est mis en place. Donc là, les réseaux sociaux vont avoir un effet très positif parce qu'ils vont permettre d'avoir un rendez-vous avec le client en ligne qui est suivi très souvent d'un rendez-vous physique avec le client sur les sites de vente. Donc voilà, quand on a ces deux axes-là, l'activité sociale devient encore plus pertinente. Et donc, un autre point qui est majeur dans les réseaux sociaux, c'est que vous allez aussi pouvoir booster vos campagnes. Donc, vous allez vous faire de la diffusion d'informations, mais elle va être adressée uniquement à votre réseau. Je pense aux Sharks Antibes, avec qui on travaille depuis plusieurs années. Les Sharks Antibes, par exemple, vont annoncer un match qui va arriver prochainement. S'ils s'adressent uniquement à leurs fans, les fans, ils viennent déjà au match. Vous allez leur dire qu'il y a un match, ils le savent même sans utiliser les réseaux sociaux. Donc, leur dire qu'il y a un match et qu'il faut qu'ils viennent vendredi soir voir Antibes contre Cholet ou contre Limoges, ça ne sert à rien. Enfin, si vous le faites, c'est bien, mais ce n'est pas pertinent parce que de toute façon, ils viendront. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher des éventuels nouveaux fans en faisant de la communication display ou de l'affichage publicitaire pour aller dire à des gens qui ne sont pas encore fans de vous, oui les gars, venez, il y a un match, messieurs, mesdames, venez, il y a un match vendredi soir, venez tous nous retrouver. Donc là, c'est de faire du lien sponsorisé. Et donc dans cette mécanique-là, vous avez donc différentes possibilités d'acquisition de trafic au travers de l'achat d'espace. Donc là, on revient dans la notion de ads. Et aujourd'hui, il y a 8 stratégies d'acquisition sur Facebook, Instagram, etc., qui sont le remarketing. Donc là, c'est pareil, on va aller toucher les visiteurs de sites web qui sont afférents à vos secteurs en leur faisant de la campagne display, mais cette fois-ci à des fins de récupération sur Facebook et Instagram. L'acquisition sur segment.
Alors là, c'est sur Facebook et Instagram. On va toucher Là, j'avais mis un exemple sur quelqu'un qui faisait de la vente de billets pour les rallyes automobiles et les concerts, donc événementiels. Et donc là, on allait chercher sur Facebook et Instagram une audience de personnes qui ont manifesté un intérêt sur ce type de thématique. L'avantage, encore une fois, de Facebook et d'Instagram et de LinkedIn, c'est que la base est tellement qualifiée en termes de profil on est sûr et certain de toucher des personnes qui ont vraiment un intérêt pour ce type de choses. Et donc, on a un potentiel fort de conversion. Le Customer Match, là, donc c'est très intéressant parce que là, on va se servir de votre base de données d'email. Donc là, si vous avez déjà, vous, des clients, mais que vous n'avez pas d'activité particulière sur du retargeting de ces clients-là, on va être capable d'aller avec les emails de vos clients, les rechercher sur Facebook et Instagram pour créer de la campagne de redirection sur Facebook et Insta, pour créer vraiment une notion d'ambassadeur et de prescripteur auprès de leur propre réseau de fans, pour aller récupérer vous allez vous apercevoir très fréquemment que vous avez des gens dans votre base de données qui ne sont pas abonnés à votre compte. Moi, ici, chez Delcom, je rigole souvent parce que quand il y a des collaborateurs ou des stagiaires, par exemple, maintenant, on les oblige, on les force à liker notre page. Comme ça nous crée du réseau. Et des fois, on s'aperçoit au bout de 3 mois que des stagiaires ou des collaborateurs n'ont même pas liké la page de l'agence, alors que leur propre réseau pourrait être demain un réseau potentiel de contacts clients. Donc voilà, donc c'est des choses comme ça. Vous vous rendez compte que souvent, beaucoup de vos clients ne sont pas fans des services qu'ils consomment chez vous. Et le look-like, donc là, c'est aller chercher en fait sur la base mail, toujours pareil, les profils similaires à votre audience. Donc en fait, avec l'email de vos clients, on va voir quel est le profil de vos clients et donc le profil sur Facebook des personnes qui sont déjà clientes chez vous et qui sont fans, pour aller essayer de toucher un profil similaire et de créer donc de la publicité pour créer quelque chose pour créer un engagement sur votre marque. Parce qu'à partir du moment où on a un profil qui est déjà client chez vous, qui existe sur Facebook, on peut aller le chercher assez facilement. Ensuite, on a des campagnes, ce qu'on appelle les Friends of Fans. Donc là, c'est les amis de vos fans. Donc là, c'est du traditionnel. Là, on va aller chercher tout le réseau, puisqu'on est capable avec Facebook de savoir, sur Instagram, de savoir qui sont les amis de vos amis, enfin les amis de mes amis. Et donc, on va aussi aller chercher, de l'achat d'espace sur ces personas-là. Cibler les fans des concurrents, ça se fait aussi beaucoup, puisque s'ils ont une affinité avec, je pense à Fitline par exemple. Fitline a fait une campagne à l'époque sur Top Fit, justement, parce que c'est la même zone de chalandise, même type de fans. Et on va aller puber sur les fans parce que là on a totalement le droit, il n'y a pas d'interdiction à le faire. On va aller puber les fans d'un concurrent sur Facebook. Et le lead generator, qui est une publicité à formulaire. Donc là, on leur demande de manifester un intérêt pour un produit ou un service. Et donc, ils peuvent renseigner les coordonnées via un formulaire pour être recontactés. Donc là, il faut que le profiling de l'audience soit vraiment qualifié pour qu'on arrive à susciter l'intérêt de transformer un formulaire. Il faut vraiment qu'on ait une offre intéressante à proposer. Et en dernier, donc la partie vidéo Facebook Ads. Donc là, clairement, sur Instagram, vous voyez tous les jours, vous êtes souvent sollicité par des publicités vidéo pour aller acheter des produits sur Facebook, sur Instagram, pardon. Ça fonctionne de façon extrêmement forte. Aujourd'hui, la vidéo, encore une fois, remplace tous les messages. Donc, c'est aussi un levier d'acquisition très important qui existe sur les réseaux. Là, je vous donne un exemple comme ça. Je ne vais pas citer de client, mais ce qu'il faut comprendre aussi, là il n'y a pas les honoraires d'agence. En imaginant que vous travaillez tout seul, parce que, encore une fois, l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de vous vendre Delcom, c'est de vous présenter tout ce que vous pouvez faire. Et là, de façon factuelle, moi, j'estime aujourd'hui, Christophe, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais qu'en dessous, si on veut faire de la communication d'achat d'espace en utilisant Google, YouTube, Facebook, Instagram, peut-être même LinkedIn, et en faisant du community management, c'est-à-dire de faire du boost de posts pour que vous compreniez bien la différence, c'est très important que vous la compreniez. Vous avez la notion de campagne Facebook où vous allez chercher de l'ADS, de l'advertising, de la publicité sur Facebook. Là, c'est vraiment, je vais chercher une audience et je balance ma pub, vous payez pour ça. Et le boost de post,
c'est différent, c'est que vous allez communiquer, vous, sur votre réseau, et vous allez booster votre post en mettant un budget pour demander à Facebook de diffuser cette communication à un plus grand nombre de personnes autour de vos fans. C'est deux choses vraiment différentes, mais ça génère donc du coup une obligation de budget. Et moi, aujourd'hui, en dessous de 2 000 € hors taxe par mois, si vous voulez adresser tous les réseaux, c'est compliqué. Parce que vous voyez, là, je suis à 800 € par mois sur Google Ads, 300 € sur YouTube, ce qui est vraiment faible, 600 sur Facebook et Instagram, c'est-à-dire qu'il faut que je le divise par 2. Donc, je suis déjà là à 8 et 3, 11 et 6, 1007. Si je veux faire un peu de boost dans le mois de poste, j'arrive à 2 000 €. Et c'est vraiment, quand je dis ça en toute franchise et en toute transparence, ça n'est pas du tout déconnant de vous dire qu'il faut mettre, si vous voulez vraiment une communication très large, 2 000 € par mois. Si vous décidez de travailler que sur Google Ads, en dessous de 800 €, moi, je considère que ce n'est pas pertinent. Là, on revient à la notion de statistique. Il faut comprendre une chose, c'est que quand vous allez dépenser 300 € sur Google, comme vous avez un système d'enchères, les 300 €, peut-être qu'au bout de 5 jours, 6 jours, ils vont être dépensés. Parce que si les gens cliquent sur vos campagnes, oui, ça clique, peut-être que ça transforme, et tant mieux, mais 300 €, c'est 300 €. Donc, au bout de 10 jours, vous n'avez plus votre lien disparaît, puisque vous avez consommé les 300 € que vous avez alloués à votre campagne. Et en fonction de votre audience, en fonction de vos produits et vos services, vous allez avoir un nombre de clics qui sera relativement faible. Et pour sortir des statistiques de profil et de performance de campagne, ça risque d'être très, très faible en termes de retour. Donc, malheureusement, vous ne serez pas capable d'analyser suffisamment bien vos retours pour déterminer un profil type de client, être sûr que les mots-clés sont les bons, etc., etc. Donc, nous, on estime aujourd'hui qu'en dessous de 800 € sur Google Ads, c'est compliqué d'estimer une analyse pertinente pour vous dire si oui ou non vos 800 € sont bien dépensés. Et si oui ou non, on peut dépenser plus pour gagner plus, évidemment. Parce que l'objectif, ce n'est pas de dépenser que 800, c'est que demain, on est tous pareils. Si je vous dis que quand vous mettez 1 €, vous en gagnez 10, bon, si vous en mettez 10, vous en gagnez 1000, vous en mettrez 1000 pour en gagner 10 000 ou 100 000. Tout le monde va faire ça. Mais pour arriver à ce résultat, il faut dépenser un minimum. Et le minimum que nous, on recommande, c'est 800. Donc, si on part de ce postulat-là, OK, on fait que du Google, on dépense nos 800 €. Mais si vous commencez à être gourmand, entre guillemets, dire oui, moi j'aimerais bien être aussi présent sur Facebook, sur Insta, sur YouTube, sur LinkedIn, même si ça représente des petits budgets mensuels, 300 €, ce n'est pas grand-chose par mois. Mais si je fais 300 € fois YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, ça fait déjà 1 200 €. Si je me rajoute Google Ads, je suis à 2000. Et si je veux faire un peu de post, 300 €, ce n'est pas grand-chose, mais je suis à 2003. Donc ça, c'est très important que vous ayez en tête cette notion de budget, parce que en dessous de ces seuils, c'est très compliqué d'avoir des résultats pertinents. Et je ne vous parle pas d'honoraires, c'est-à-dire qu'en plus de ça, si vous travaillez avec une agence, vous avez en plus les honoraires à payer. Donc ça devient… Didier, oui. Justement, on a une question sur les honoraires sur le chat. Oui. Pour ce type de budget d'achat d'espace à 2 000 € hors taxe, à combien s'élèvent vos frais de dossier ou suivi client? Alors, si on a 2 000 €, nous, en fait, on fonctionne, pour Idealcom, on fonctionne aux honoraires jusqu'à 3 000. Donc, si vous dépensez un petit peu moins de 3 000 €, les honoraires de gestion de campagne et de reporting mensuel sont à 590 € hors taxe. Donc, il y a 490 € hors taxe de gestion de campagne et 100 € hors taxe de suivi de tracking. Ça fait 590. Mais avant ça, vous avez tout le setup. Le setup, c'est ce que vous avez présenté tout à l'heure, Christophe. Le setup de la campagne sur Google, le setup de la campagne sur YouTube, sur Facebook, sur Insta, la mise en place du plan de tagage et du Google Tag Manager, etc. Le budget one-shot de paramétrage des campagnes, c'est un budget qui tourne chez nous entre 1 200 et 2 000 € suivant le volume, si vous n'avez pas Facebook, Instagram et YouTube, ça coûte moins cher que si vous l'avez, bien évidemment. Mais il y a un budget de setup. Alors, le budget de setup, il est payé qu'une fois, mais c'est un budget. Donc, en moyenne, entre 1 500 et 2 000 €, c'est le budget que nous, on facture à nos clients sur le paramétrage. Et après, le paramétrage de tous les systèmes publicitaires. De tous les systèmes publicitaires, et pour un nombre de campagnes limité à entre 5 et 10 campagnes. Pareil, si vous voulez 20, 25, 30 campagnes, les budgets peuvent vraiment monter très haut. Nous, on a des clients avec qui on dépense 100 000 € par mois en achat d'espace. On doit générer une quarantaine de campagnes. Le setup, il est à 6 000 €. Donc voilà, mais pour des clients, entre guillemets, de taille raisonnable, et je pense que c'est l'audience que nous avons aujourd'hui,
voilà, un setup de 1500, entre 1500 et 2000 euros et des budgets de 590 euros d'honoraires, c'est grosso modo ce que ça représenterait pour un paramétrage entre 5 et 10 campagnes. C'est à peu près ce que ça représenterait. Donc, c'est évidemment pas négligeable en termes de budget et il faut être certain de la rentabilité des campagnes. Nous, aujourd'hui, on fonctionne avec un contrat qui est un contrat sans engagement. C'est très important de le préciser parce que aujourd'hui, on a un engagement de moyens. Il y a des agences qui s'engagent sur les résultats. C'est de plus en plus rare. Mais nous, on ne s'engage pas sur les résultats, on s'engage sur les moyens. Notre résultat en termes d'engagement aujourd'hui, c'est de vous dire que vous êtes libre de partir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a paramétré vos campagnes, qu'on a lancé les premiers budgets, tous les mois, en fait, quand on va gérer vos campagnes, on estime ça à partir du 2e mois, voire du 3e mois, suivant la complexité des campagnes, parce qu'il faut, comme je vous ai montré tout à l'heure, le timing qu'il faut pour que, entre la définition des besoins, le paramétrage des campagnes, la mise en place, la livraison et les premiers retours, il s'écoule à peu près un mois. Donc, ça veut dire que le premier mois, vous n'avez pas de résultat, parce qu'en fait, on est en mise en place. Le 2e mois, on commence à avoir des résultats, et en règle générale, le 3e mois, on est sur la performance. Donc, nos clients, aujourd'hui, sont engagés au maximum sur un trimestre, et à partir du 4e mois, c'est de l'engagement par tacite reconduction mensuelle. Pourquoi ? Parce qu'on veut amener la performance, on veut amener la preuve que ce que l'on fait fonctionne. Mais si ça ne fonctionne pas, on vous permet d'être libéré contractuellement, de ne pas continuer à travailler avec nous. Donc, notre intérêt à nous, c'est de continuer à vous avoir. Et en ne mettant pas en place de contrat sur de la longue durée, eh bien, c'est notre engagement de résultat, de dire, voilà, le client peut nous quitter à tout moment. Donc, et c'est pareil pour le SEO, le référencement naturel. Aujourd'hui, les budgets dont je vous ai parlé tout à l'heure de 500, 600, 700 euros par mois, ce sont des budgets sans tacite reconduction. La tacite reconduction est mensuelle. Si vous ne dénoncez pas le contrat avant le 25 du mois suivant, ça vous laisse entre guillemets 5 jours, entre le 25 et le 30. Si vous ne dénoncez pas avant le 25, on repart pour un mois de campagne. Donc, si après vous dénoncez, le contrat s'arrête. Voilà, notre engagement, il est là-dessus. Et quand on fait un audit sur des besoins clients sur des campagnes, avec Christophe ou avec d'autres traffic managers chez nous, si on vous dit que en dépensant tel argent, vous allez gagner, vous allez réussir à avoir de la performance et générer du lead, générer du chiffre d'affaires, c'est qu'on en est certain. Donc, nous, on ne fait pas de proposition à des gens où on sait que c'est compliqué. Ou alors, on a en face de nous des mastodontes. Comme je vous dis, on a des clients, on dépense 100 000 euros par mois. Les questions ne se posent plus. On est sur des clients qui ont des énormes concurrents en face et où on doit dépenser des centaines de milliers d'euros pour arriver à les concurrencer, mais où on parle en millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas du tout la même mécanique. Mais voilà, quand on propose… Oui ? On a une autre question qui correspond au même sujet. Est-ce que vous intervenez qu'à partir de 3 000 euros hors taxe d'achat d'espace ? Ah non, pas du tout. Comme je dis, le minimum, c'est 800. Nous, aujourd'hui, si quelqu'un vient me voir avec 500 euros en Google Ads, si quelqu'un vient me voir avec 500 euros de budget par mois, je lui dis gardez votre argent. Ce n'est pas compliqué. Je vous dis ça, je dis 500 euros par mois. Déjà, avec Idealcom, c'est compliqué parce que je vais vous prendre 590 euros d'honoraires, donc je vais vous prendre plus d'honoraires que de budget de campagne. Donc, et avec un résultat pour 500 euros, dont je ne suis même pas sûr que vous arriviez à rentrer dans vos fonds, puisqu'après, s'il faut amortir les budgets de campagne, sur 500 euros, je ne suis pas certain qu'on arrive à avoir des résultats. Donc, on a les algorithmes des outils publicitaires se basent sur un certain montant minimum, en dessous duquel il n'arrive pas à fonctionner, il n'arrive pas à diffuser. Par exemple, il diffuse les 2 ou 3 premières heures dans la journée et puis le budget est coupé. Il n'a pas la possibilité d'aller voir d'autres heures, d'autres personnes. Et c'est souvent des budgets minimums en dessous duquel l'outil a du mal à fonctionner et à générer du trafic pertinent et ça devient compliqué. Voilà. Et donc, pareillement, quand je dis 800 euros, c'est que pour un média, puisqu'en fait, c'est 800 euros sur Google Ads. Si vous arrivez chez moi en me disant j'ai un budget de 1000 euros, je dis très bien. Mais par contre, si vous me dites, alors 1000 euros, je veux mettre 300 sur Google, 300 sur YouTube, 200 sur Facebook et 200 sur Insta. Ben là, c'est pareil, je vous dis non. Je vous dis non. Alors, je vous dis non pour faire ça. Par contre, vos 1000 euros, je dis oui pour les mettre sur Google Ads. Et après, on verra. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne avec tous nos clients. On leur explique que s'ils veulent avoir de la performance, il faut commencer petit. Petit, je vous avais 1000 euros, on va mettre 1000 euros, on va tout mettre sur le même média pour créer de la performance sur ce média-là, générer de la rentabilité. Cette rentabilité va vous faire gagner de l'argent. Cet argent gagné, peut-être que dans 2 mois ou 3 mois, ce n'est plus 1000 euros que vous aurez, c'est 2000. Si vous avez 2000 euros, là, on commence à avoir des choses intéressantes parce qu'on va pouvoir dire, tiens, 2000 euros, je mets 800 sur Google,
je mets 500 ou 600 sur Facebook et je mets 500 ou 600 sur YouTube. Là, ça commence à être intéressant. Et petit à petit, on grossit ensemble sur l'enveloppe budgétaire que vous allez allouer. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Alors non, oui, on ne demande pas un ticket d'entrée à 3 000, évidemment. Mais, par contre, après, c'est aussi en termes d'audit, quand avec Christophe, des fois, on fait des audits sur des marchés, on s'aperçoit que si la personne ne met pas un minimum de 1 500, 2 000 euros sur Google Ads, parce qu'en face, il y a une grosse concurrence et qu'on sera invisible, ou en tout cas que notre positionnement sera très compliqué sur les enchères à acquérir, eh ben on dira à notre client, non, là, dans votre secteur, c'est tellement concurrentiel que si vous n'avez que 1 000 euros par mois à mettre sur le Ads, ça ne va pas être suffisant pour performer et être concurrentiel. Donc, pareil, on dira non, enfin, on ne vous recommande pas de mettre ces 1 000 euros. Donc, vraiment, nous, on va avoir une démarche éducative avec vous. C'est-à-dire que même si vous avez 1 000 euros à nous donner et qu'on sait qu'on va prendre 500 euros d'honoraires, ben on vous dira non, tout simplement, on dira non, vous allez perdre votre argent. Mettez votre argent ailleurs. Et si on a l'occasion de discuter avec vous, peut-être qu'on va se rendre compte que dans votre stratégie de communication, il y a peut-être autre chose à faire que de faire de l'AD, parce que pour l'instant, ce n'est pas suffisant en termes de potentiel de transformation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que l'on fait avec tous nos clients. On n'acquiesce pas, ce n'est pas parce que quelqu'un arrive. Là, on a un client avec Christophe sur lequel on est en négociation. Le client a 12 000 euros par mois à mettre, donc c'est quand même une grosse somme. Il le met déjà, et on a fait un audit, on lui a dit, voilà, on s'est rendu compte que vous dépensiez à tort à peu près 1 500 euros ou 2 000 euros par mois. Ça veut dire qu'en fait, vous pourriez avoir les mêmes résultats pour 10 000 euros. Et la personne, quand on lui dit ça, la réponse est troublante parce qu'elle nous dit, mais je m'en fiche, moi je veux dépenser 12 000. Je fais, ok, mais si on vous fait dépenser moins pour avoir les mêmes résultats, c'est plutôt l'inverse qu'il faut se dire, c'est que si vous dépensez 12 000, c'est pour faire peut-être 30 ou 40% d'augmentation de lead, d'augmentation de chiffre. Voilà, donc, parce que les clients ont du mal des fois à percevoir, parce que pour eux, ils dépensent 12 000 euros par mois, ils sont très contents des résultats, mais quand on leur dit on va vous faire dépenser moins, sur ce genre de clients-là, ça ne fonctionne pas. Il faut leur dire non, ce n'est pas moins, c'est que pour 12 000, vous allez avoir plus de contacts. Voilà. Donc c'est vraiment au cas par cas qu'on va travailler sur l'analyse, et c'est pour ça que quand je vous parlais tout à l'heure de l'analytics, c'est capital, parce que si on ne fait pas ce travail d'analyse, c'est très facile de dépenser de l'argent sur Google, d'avoir l'impression d'avoir des résultats. Ah super, j'ai fait des leads, j'ai fait un peu de chiffre d'affaires, mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de créer un modèle économique de rentabilité. En tout cas, c'est comme ça que nous, on voit l'activité Ads, pour nous, elle a vraiment cette vocation d'être un commercial virtuel pour vous qui est rentable. Si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien. Il vaut mieux mettre votre argent ailleurs. Pour le fun, je vous montre EasyLove, qui est un de nos derniers clients, sur lequel on est en train de travailler sur la stratégie Ads. Alors, il y a un gros marché, c'est très concurrentiel. L'achat en ligne de sextoy, de gel, de lubrifiant, de godemiché, de lingerie féminine et masculine, etc. Donc, c'est un marché qui est extrêmement concurrentiel et sur lequel on est en train de travailler 2 campagnes, une campagne B2B, une campagne B2C, qui sont aussi fabricants et distributeurs pour le marché de gros. Voilà, donc c'est assez rigolo comme média et comme métier à travailler. Et on a évidemment des gros budgets en termes de dépenses obligatoires, parce que là, vous avez des mastodontes qui sont sur ce marché-là au niveau pub commercial. Donc, pour se tailler la part du lion, il faut envoyer vraiment des grosses campagnes. Voilà, nous en avons terminé. Donc, il y a eu beaucoup d'informations, évidemment. Mais l'objectif, comme je vous expliquais, c'est de vous éduquer, entre guillemets, vous familiariser avec beaucoup de termes et beaucoup d'éléments. On n'a pas parlé d'applications mobiles, on n'a pas parlé de pas mal de choses, parce que l'objectif vraiment aujourd'hui, c'était de vous parler de la première des choses, c'est-à-dire vous avez une présence en ligne, comment je crée de la visibilité, comment je transforme cette visibilité en client, et quels sont tous les moyens à mes dispositions pour aller faire de l'acquisition et surtout, encore une fois, de l'analyse pour les retours performants. Est-ce que vous avez des questions? Merci Didier pour cette présentation. De rien. Est-ce que vous avez des questions sur les différents sujets? Je crois que c'était super complet, à vrai dire. C'était dense.
Je crois qu'on a beaucoup de questions sur la présentation elle-même. Pour avoir la présentation, Didier. Oui, alors c'est ce que j'ai dans le chat, je l'ai précisé. Si vous voulez avoir la présentation, c'est donc de mettre dans le fil de discussion vos coordonnées, donc nom, prénom, société et email. Et on laisse la salle ouverte. Comme ça, vous mettez tous vos coordonnées dedans. Christophe, je veux bien que tu les récupères. Et puis, en copier-coller, tu me fais un petit mail et moi, je m'occupe d'envoyer la présentation. Je vous ferai certainement un lien WeTransfer ou quelque chose comme ça parce qu'elle est assez lourde. Puisque comme je l'ai faite en local sur mon ordinateur, je me suis lâché au niveau visuel, etc. Donc, elle est assez lourde. Très bien. Ben voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous permettra de réfléchir. Encore une fois, je vous dis, c'est une présentation qui se veut objective et on n'est pas là, hein, même si ça nous profite à un moment ou à un autre. Moi, j'avais vraiment l'objectif de vous présenter quelque chose de façon très transparente et je n'étais pas là pour vendre Idealcom en particulier. Je ne vous ai pas fait de présentation de l'agence, des équipes, de tout ça, ce n'est pas le but. C'est vraiment que vous ayez la maîtrise, en tout cas, de la connaissance des choses pour après aller solliciter des agences, y compris nous, bien évidemment. Mais on n'est pas les seuls sur le marché. Il y a d'autres agences très pertinentes également. Et donc voilà. En tout cas, on se fera un plaisir de vous accueillir ou de vous conseiller si vous en avez besoin. Merci beaucoup, Didier. Et merci aussi à Christophe. Merci à vous deux. Une super présentation extrêmement complète. Donc, n'hésitez pas à mettre vos coordonnées dans le chat. Comme ça, vous pourrez récupérer la présentation. Hop. Est-ce qu'on m'entend? Oui, Michel. J'ai des petits soucis vidéo et de son, donc c'était un petit peu chaud sur. Mais alors, je voulais juste dire que la présentation était superbe. Merci, Michel. C'est un domaine que je suis pas spécialiste dans ce domaine-là, et en 1 heure, j'ai appris énormément de choses. Tout en étant technique, c'était du pratico-pratique, et puis c'était avec un vocabulaire simple pour un novice que je suis, et ça a été d'une grande utilité. Et tu me connais, Didier, hein, dans les différents réseaux, on se voit. Je sais maintenant vers qui orienter. Parce que j'ai aimé donc ta présentation, la technicité, et puis ton éthique, parce que c'est vrai que tu nous as donné des explications sans vendre obligatoirement ta société, et contrat réussi. Bravo, Didier. Ouais. Merci beaucoup, Michel. C'est vraiment, enfin ça, je le fais depuis, moi, ça fait plus de 10 ans que je suis à l'UPE, au départ du Club Business 06. Je suis membre de l'Union des conseillers en communication, donc dans lesquels on retrouve les très grosses agences de la région, hein, vous pouvez tous connaître, comme Paul Compagnie, ou Rome, ou des gens comme ça. Et donc, on échange régulièrement, on essaie d'avoir une transparence aussi au niveau de tarification, toutes les agences. Et si on peut aider, moi j'ai travaillé aussi avec la CCI à l'époque du Business Act, il y avait eu une éducation faite auprès des commerçants. On allait, nous, à la chambre de commerce pour éduquer. Et c'était vraiment cette volonté de donner l'information, de faire, pas de l'enseignement, mais presque. Et comme tu dis, Michel, c'est la meilleure façon, je trouve, de derrière donner la confiance et l'envie, justement, à des gens comme toi de prescrire Idealcom. Parce que, encore une fois, on est là pour permettre aux gens de comprendre l'importance de tous ces métiers et surtout de maîtriser les techniques et les vocabulaires. Parce que, à l'inverse, par contre, ça je le dis de façon très, très ouverte, on a beaucoup d'agences malheureusement qui n'expliquent pas les choses et qui peuvent embrouiller en fait les gens. Et j'ai souvent eu moi des clients qui sont venus vers nous avec des incompréhensions totales sur ce à quoi servaient les choses. Et là, comme je vous dis, le client sur lequel on travaille qui dépense 12 000 alors qu'il pourrait dépenser que 10 000, très honnêtement, quand on a vu ce qui avait été fait par l'agence, c'est 2 000 € c'est pas malveillant, mais c'est pas correct. C'est pas correct parce que la dépense est inutile. Et comme ils sont commissionnés sur 12 000 €, il y a un pourcentage au niveau des honoraires, c'est plus des honoraires fixes. Alors moi, j'ai trouvé ça abusé. Donc voilà, après l'agence, on la connaît pas, c'est une agence internationale, donc j'avais pas de scrupule à les critiquer. Nous, on fait très attention à ne pas critiquer les agences locales. C'est plutôt les clients qui vont critiquer, qui vont d'ailleurs critiquer aussi Idealcom. Hein. Moi, j'ai des clients qui ne sont pas contents, ça arrive. Hein. Tout n'est pas rose, malgré. C'est pas mal cette expression, je l'ai récupérée pour Idealcom, qui est justement rose.
Voilà, ça arrive aussi d'avoir des clients insatisfaits chez nous. Dans tous les cas, nous, on essaie d'amener de la transparence, du service et de ne pas faire dépenser de l'argent inutilement. Ça, c'est vraiment le credo principal. Et surtout, ils ne sont pas bloqués. Et il n'y a pas d'engagement. Ça, c'est chez nous, il n'y a pas. Quand quelqu'un signe avec nous, on vient de signer. EasyLove, c'est un budget. Il y a 2 sites e-commerce, on est à plus de 30 000 € de budget. C'est des grosses sociétés, donc ils ont des moyens importants. Évidemment, ils sont engagés avec nous sur la livraison du site. Ça, c'est une évidence. Par contre, sur le reste, tout ce qui est accompagnement, là, c'est clair que ce soit le community management, le ads, le SEO, on est sur des contrats à tacite reconduction mensuels. Fitline, par exemple, c'est mensuel depuis. Enfin, ça l'a été puisqu'on a été racheté par Fitnesspark. On sait qu'on va perdre le client à terme parce qu'ils vont tout recentraliser sur Paris. Mais pendant 10 ans, ça a été au moins le mois. Et ça, c'est très bien. Et oui, mais de toute façon, moi, je suis persuadé, de toute façon, quand on est bon, quand il y a une confiance qui s'installe, il y a un réel partenariat qui s'installe, et ce n'est pas parce que tu vas faire un contrat mensuel qu'on ne va pas rester 10 ou 20 ans avec toi. Ça crée un phénomène de lassitude aussi. Je l'ai vécu, je vous le dis, voilà. Molinard, ça a été un client historique de l'agence pendant 10 ans, mais au tout début de l'agence, entre 2003 et 2013, je suis ami presque maintenant avec Célia Lerouge-Bénard, qui est l'héritière fondatrice de la société. Mais il est arrivé un moment où on travaillait ensemble de façon quasiment quotidienne. Il y a eu un phénomène de lassitude qui s'installait comme un vieux couple et on a décidé d'arrêter. C'est-à-dire que j'ai dit à Célia, écoutez, allez voir ailleurs, prenez-vous une nouvelle agence parce que là, nous, on avait des conflits sur plein de sujets à chaque fois et on était tellement devenus proches qu'on avait malheureusement créé une situation qui était une situation de couple et c'était devenu malsain. Enfin, dans le sens professionnel, attention. Ouais, dans le sens professionnel. Et du coup, on a décidé d'arrêter de travailler ensemble. Et du coup, ça se passe super bien. Elle a une nouvelle agence, ça se passe très bien. Et puis nous, quand on fait des soirées, enfin, quand on faisait des soirées, parce on fait beaucoup d'événementiels autour de l'agence avec nos clients, nos prospects. Je l'invite à chaque fois, elle vient, on discute, on échange et ça se passe très bien. Donc voilà, c'est aussi ça, d'être honnête, en fait, tout simplement. Être honnête et dire voilà, quand ça ne fonctionne plus, on arrête et des clients, il y en aura d'autres, des agences, il y en a partout. Donc les clients, voilà. Le plus important, c'est que l'alchimie fonctionne et qu'on arrive à avoir des résultats et tant que ça fonctionne comme ça et que nous-mêmes, on n'est pas lassés de travailler pour un client, il faut être honnête et transparent et c'est la meilleure façon de garder les gens sur le long terme. Très, très bien. Bon, merci encore à toi. Merci. Et merci à l'UPE. Eh oui, merci à l'UPE. Avec plaisir. Merci à vous tous pour votre participation. Les équipes d'Idealcom, vous me dites quand vous voulez que je ferme le chat, vous me direz quand vous avez récupéré. Ouais, est-ce que si tout le monde a mis ses coordonnées, si c'est pas, on attend encore quoi, 2-3 il y a 3 minutes. Tu récupères toi, Christophe? Il y a Léonard qui souhaiterait être contacté parce qu'il a besoin de l'agence pour un projet. Alors, dans la présentation, vous avez mon email en bas, vous voyez, didier@ideal-com.com. Attends, je vais vous le remettre dans la… Sophie qui veut faire de la formation. Alors, la formation… Vous avez marqué des points, les garçons. Oui, on n'est pas j'insiste là-dessus parce qu'on n'est pas organisme de formation. Donc, on ne pourra pas passer ça en budget formation, je vous le dis. Ça dépend sur quel métier. Si c'est sur le référencement naturel, je crois savoir, je ne suis pas certain que Quality Référencement est agréé. Et si c'est le cas pour le SEO, il y a capacité à obtenir des budgets de formation pour la partie référencement naturel. Il faudra que je vérifie avec Quality. Par contre, sur tous les autres sujets, on n'est pas organisme. Donc, on facturera des demi-journées si c'est nécessaire. Bon, après, ce n'est pas des fortunes. Nous, une demi-journée de formation, c'est 250 € hors taxe. Donc, voilà, ce n'est pas non plus… Là, ça ne rentre même pas dans les budgets formation. Et puis des formations, c'est une journée mini. Enfin, donc, voilà, c'est pour ça. Donc, c'est acceptable. J'avais une curiosité, Didier, pendant que je t'ai. Oui. Est-ce que quand tu souhaites créer une application, tu es obligé aussi d'avoir un site ou pas obligatoirement? Tu n'es pas obligé, mais c'est mieux. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, les applications qu'on a développées pour plusieurs clients, on fait d'une pierre deux coups. En fait, le contenu que tu vas diffuser sur ton site web, ça a été l'exemple de Fitline, ça a été le cas. Fitline, en fait, ils ont une grosse actualité événementielle parce qu'ils organisent des journées portes ouvertes, ils organisent des séances de coaching collaboratif où il y a 1000 personnes dans un stade où ils font tous la choré ensemble. Ils avaient des gros événements comme ça. Donc forcément, comme ils administraient déjà tout
sur leur compte, sur leur site web. Ils diffusaient ensuite, on avait mis en place un système qui permettait de diffuser ces informations directement sur leur page Facebook. Ça permettait de réduire le temps de travail, puisqu'en fait, ils avaient un seul endroit où ils mettaient la publication, et ensuite, c'était diffusé partout. L'avantage de ce système-là, c'est que l'application mobile, quand on l'a développée, on récupérait un flux d'informations qui venait du site et qui venait afficher dans une rubrique événements sur l'application les informations du site web. Voilà. Ça peut être intéressant d'avoir le site pour justement cette notion d'agrégation de contenu qui t'évite d'avoir à faire d'un côté ton information sur ton application et de l'autre ton information sur le site. Si maintenant l'application a une vocation complètement parallèle, et c'est là où il y a une réflexion à mener avec le client, à quoi va vous servir une application? Si l'application mobile, c'est pour faire un copier-coller de ton site web en version appli, moi je te dis, ne fais pas d'appli, ça ne sert à rien. Une application, pour moi, pour Fitline, par exemple, la vraie application qu'ils auraient dû faire, ce n'est pas celle qu'on a faite pour eux, parce que celle qu'on a faite pour eux, hormis peut-être la possibilité d'avoir son agenda sur son téléphone, qui était sympa en termes de fonctionnalité, pour les cours collectifs, pour ce genre de choses, le reste, c'était, on retrouvait ce qu'on avait dans le site. Par contre, tu vois, demain, j'ai un coach en ligne qui appartient à Fitline et qui me dit, voilà, tu te connectes à l'application mobile et sur l'application, tu as le suivi de tes cours, les indices de performance de ta perte de poids ou de ta tonification, ou je te donne la liste des programmes que tu dois faire tous les jours, 1 heure par jour. Là, je suis sur quelque chose qui est dédié à mon utilisation personnelle et l'application trouve un sens. Mais du coup, l'application est totalement différente du site web. Et c'est là où moi, on travaille avec nos clients sur la destination de l'application. Donc, ça peut être complètement décorrélé. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir un site pour faire une application. Voilà. Mais après, nous, on a des pure players. C'est-à-dire qu'on a des gens qui arrivent chez nous avec un projet qui est une application. C'est-à-dire que le projet, c'est l'application mobile. On a eu comme ça des professeurs de golf qui ont voulu faire une application de coaching via l'application de leurs élèves, pour leur donner des exercices à faire, des vidéos avec des tutos, etc. Donc, ils n'avaient qu'une application. Mais fatalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un site, mais le site, ils l'ont fait uniquement pour vendre l'application. Tu vois? Ouais, voilà. Donc, à un moment ou à un autre, tu as besoin d'un site web pour vendre ton appli, ou tu as besoin du site web pour mettre du contenu dans l'appli. Et inversement, quand tu as un site web, peut-être des fois, tu as besoin d'une appli complémentaire pour aller chercher des clients potentiels. Et souvent, les gens qui sont intéressés par une application ou un site web, ils vont aller voir la page Facebook. Donc, il faut aussi… C'est un cercle où chacun a ses propres réseaux d'outils d'utilisation et il va aller voir des informations sur telle ou telle entreprise. Je pense au Bouche à Oreille, le restaurant avec qui on travaille sur Cannes. On lui a refait son site il n'y a pas longtemps. C'est un site de présentation, hein, vraiment très, très joli, très beau, mais il ne s'en sert quasiment pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, il a tellement pris l'habitude de travailler avec les réseaux sociaux que quand il fait un événement soirée tapas avec musique brésilienne jeudi soir à 19h, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une publication sur Facebook, une vidéo sur Insta, et basta, c'est tout. Et tous les gens réservent directement en appelant le numéro de téléphone via le compte Facebook. Il n'y a personne qui va sur son site. Alors, sur son site, s'il avait fait une rubrique actualité en mettant ça dedans, mais il ne touchait personne. Donc, en fait, le site web, il est là pour les… Par exemple, lui, sa destination, c'est comme il y a les congrès à Cannes pendant les festivals GSM et autres. Oui, là, il a besoin du site parce que les gens qui viennent chercher un lieu pour faire un événement privatif pendant un salon, ils vont voir le site. Et là, oui, c'est intéressant. Mais pour toute la clientèle de proximité, le site web ne sert à rien. Donc là, on a un rendez-vous avec la pharmacie Cap 3000, la pharmacie anglo-française à Cannes aussi. On leur a dit, si vous faites du click and collect, l'activité vente en ligne, elle va essentiellement passer par les réseaux. Donc, il va falloir booster à mort cette partie de votre communication. Bien sûr, le site, il faut l'améliorer. Mais c'est vraiment, ça dépend encore une fois de la destination de ta clientèle, qu'est-ce que tu en fais, et c'est en fonction de ça qu'on va déterminer une stratégie derrière. Un site web, de toute façon, c'est indispensable, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu la carte de visite par défaut d'une entreprise. Mais on peut avoir des tout petits sites pas chers. Dans le cas de Bouche-Oreille, c'est le cas, c'est vraiment ça. Un petit site de présentation, ça suffit largement, c'est pas la peine de faire une usine à gaz, puisque de toute façon, déjà, le client n'y va pas sur son site. Une fois qu'il l'a fait, il le laisse de côté et il s'occupe de faire sa communication sur les réseaux. Très bien, parfait. Bon, merci à vous tous, en tout cas. Excellente journée. Merci à tous. Et à bientôt. Bon. Merci Michel. Merci Michel. Merci. Allez, au revoir. À bientôt tout le monde, bonne journée. Bon, je ne sais pas, donc si vous avez tous récupéré, on vous laisse encore quelques minutes
Et puis, J'ai récupéré les adresses email, Didier. et la personne qui a besoin qu'on l'appelle également? C'est Léonard. Oui. Il a mis ses coordonnées. Hop. Bah, tu m'envoies tout ça avec le pitch, Christophe? Oui, c'est déjà dans l'email. Super. Ok, ben, merci à tous. Comme je vous dis, vous avez mes coordonnées dans le slide didier@ideal-com.com, donc il y a 2 fois com, hein, idéal-du6com.com. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions, des besoins. On y répondra assez rapidement. Et merci Élodie pour Avec plaisir. cette Désolée pour le bug de départ. C'est comme ça, c'est toujours comme ça. On fait un truc digital et évidemment, le truc digital marche pas. C'est comme ça. Bon, merci beaucoup à vous deux. En tout cas, c'était très riche, très complet. Et voilà, ça en a intéressé plus d'un. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. À très vite. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.